J'entends un tir de RPG partir, un RPG 7. C'est au moment où je lève la tête et je vois mes intestins qui sont par terre et ma jambe qui était à moitié arrachée que j'ai compris du coup c'était pour moi le tir. Et je voulais remercier notre sponsor pour cette vidéo qui est World of Tanks. C'est un jeu de shooter stratégique avec des chars. Vous allez voir, c'est 15 contre 15. C'est un jeu sur PC qui est totalement gratuit. Louis, je peux me concentrer 2 minutes? Non, tu m'as pas vu. Pas bosser en fait. Tu m'as pas vu, mec. Ah bah oui, mais si tu me déranges tous les 30 secondes, je peux pas bosser. Non, mais mec, ça fait 2 mois que j'économise pour cette tenue, ok? Mais c'est une tenue pour dans la forêt et en automne, et on est en plein milieu d'un plateau télé. Donc on Il y a marqué camouflage extrême. Tu diras à ton ami l'arbuste derrière moi aussi qu'on le voit, et on ne voit que lui d'ailleurs. Donc s'il peut être dans un jardin, ça sera peut-être mieux. Ah oui, je suis déçu aussi. Merci à tous les deux. Alors, en tout cas, je rappelle, si tu veux aller rejoindre le jardinier, je vous rappelle que vous avez 800 chars customisables. Si vous allez jouer à World of Tanks, vous allez pouvoir revivre les grandes batailles de l'histoire. Vous avez un lien cliquable sous la vidéo qui permet d'avoir des bonus, des avantages en jeu si vous créez pour la première fois votre compte. En tout cas, voilà, je vous laisse avec le lien de World of Tanks en cliquable dans la description. Et c'est parti avec Max, le militaire, qui est notre invité sur Légende. On y va. Salut, moi c'est Maxime. J'ai participé à la guerre en Ukraine en tant que combattant volontaire. J'ai été blessé le 4 juillet. J'ai reçu un tir de roquette dans l'abdomen et je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour survivre. Bienvenue Maxime. Merci. Alors ça paraît assez fou ton histoire, je vous le dis pour vous tous à la maison et pour ceux qui nous écoutent en podcast audio parce que vous n'allez pas voir ce qu'on va voir si vous regardez sur YouTube par exemple ou ailleurs, c'est que tu as pris un tir de roquette mais qui t'a transpercé le ventre complètement et qui n'a pas explosé. C'est ça. Pas le plus grand des miracles. Elle a explosé, mais plus loin. On en parlera tout à l'heure. Tu as carrément tes intestins qui sont sortis, etc. Ouais. Enfin, tu vas nous montrer après juste la cicatrice. Mais je ne sais même pas comment tu as survécu. J'en ai parlé à des copains militaires et des copains médecins. Ils m'ont dit, c'est pas possible, Guillaume. Et après, je n'avais pas vu les photos. Mais avant, tu as eu une chance inouïe. Oui. Personne ne sait dire comment j'ai pu survivre. Ni les médecins, ni même les chirurgiens que j'avais en Ukraine, qui sont pourtant habitués à ce genre de blessures. Et moi, je te dis que je devais être content d'être encore vivant et que c'était juste de la bonne chance parce qu'il n'y avait pas forcément de raison. Donc, alors, tu as 26 ans. C'est ça. On va réexpliquer ta vie, mais en gros, tu étais au BCA, tu étais au bataillon de chasseurs alpins, 27e. Tu as quitté l'armée pour des raisons, on va réexpliquer ta vie, c'est le principe de mission. Et après cette expérience dans l'armée française, tu étais chez toi parce que tu ne pouvais plus réintégrer l'armée parce que tu étais tombé malade. C'est ça. On va la refaire plus longue après, mais que vous puissiez comprendre à la maison ce que vous allez voir. Tu as décidé, Maxime, de partir en Ukraine. Tu vas nous expliquer pourquoi. Tu es parti combattre, et tu es parti combattre au front, vraiment là, pas plus près. Et tu as été au contact, voilà, tu as vraiment combattu. C'est ça. Tu choisis de venir dans l'émission, c'est toi qui m'as envoyé un message. Oui. Je le dis souvent à l'antenne, et c'est très sincère et très réel, et tu le vois, du coup, que ça marche vraiment. Il suffit juste d'envoyer un mail, contact@legendegroup.fr, vous m'envoyez un petit email avec une petite explication, votre numéro de téléphone, et vous nous expliquez si vous avez vécu quelque chose de fou, un métier incroyable, etc. Vous êtes tous les bienvenus. C'est ce que tu as fait, on est d'accord? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc si vous voulez faire pareil, comme Maxime, pourquoi tu voulais passer, toi, à l'antenne, pour comprendre déjà pourquoi tu es venu? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, je pense, c'est les copains, surtout ceux du milieu militaire, quand on parle un peu de ma situation, ils estiment que ça serait sympa d'en parler un peu plus publiquement, parce que c'est assez... J'ai même des copains qui disent que je suis sûrement peut-être le seul homme sur Terre à avoir survécu un tir de roquette. Donc, c'est possible. C'est possible, je sais pas, j'ai pas été chercher ailleurs, mais c'est possible. Et donc, ils me disaient que ça serait quand même sympa de partager cette expérience-là. Et puis après, pour la suite, avoir un peu de visibilité, pourquoi pas, pour intervenir dans des écoles, pour en parler avec certains publics, enfants ou adultes, peu importe. Je pense que c'est intéressant de faire savoir ce qui se passe en Ukraine réellement. Que ce soit sur le front, à l'arrière du front et dans les hôpitaux aussi. Parce qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a beaucoup de personnes dans les hôpitaux actuellement. On va revenir sur ça. Juste pour que vous sachiez, tu n'as plus d'abdominaux du tout sur le côté gauche. C'est ça. Tu as eu tout d'arraché. Et tu n'as plus que des abdos sur le côté droit. En fait, c'est en 2 parties, la plaquette d'abdos là. Donc du coup, c'est compliqué pour toi de te remettre en avant, etc. Voilà. Il y a plein de mouvements qui sont compliqués. Lever la jambe, je porte ma jambe en général à partir d'une certaine distance. Quand je suis dans un lit, je suis obligé de faire des bascules avec mes jambes pour faire un peu une espèce de balance avec le corps. Dans un fauteuil, s'il est trop incliné, soit je me recouche pour me relever, soit je prends une béquille pour me pousser. Il y a plein de choses que je ne peux plus vraiment faire, m'élasser tout seul. C'est pas des gros séquelles par rapport à ce que tu as eu? Non, c'est pas forcément... C'est même étonnant, je t'ai vu arriver en marchant, gars. Ouais. Déjà, c'est incroyable. Après, il y a les douleurs. Ça, c'est le problème de la marche, c'est de la douleur.
ça se voit pas. C'est des choses qui sont pas visibles, mais qui sont quand même là. J'ai pas marché beaucoup pour venir jusqu'ici, mais je l'ai senti, par exemple. C'était déjà assez douloureux. Mais il y a aussi des séquelles qui sont pas forcément visibles. Le fait de perdre les abdos, du coup, ça veut dire que j'ai les intestins qui sont contre la paroi abdominale, ce qui veut dire que j'ai des risques d'avoir des hernies, d'avoir des éventrations, etc. J'ai reçu une greffe de peau sur le côté gauche, donc c'est une peau qui est très très fine. Et donc je suis obligé de porter une ceinture abdominale en dessous de mes vêtements, parce que sinon... Ah, c'est vrai, pour tenir? Ouais. Ah, waouh. Oui, parce que j'ai déjà une hernie à cet endroit-là, et donc ça pourrait un jour ressortir si jamais je fais pas attention, quoi. On va revenir sur ça. Juste pour, si vous nous écoutez en audio aussi, vous nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine, c'est assez incroyable, sur Spotify, Deezer, etc. Et en fait, tu es à visage découvert, voilà, si vous nous écoutez, vous sachiez. Parce qu'on avait déjà eu quelqu'un qui avait combattu en Ukraine à l'époque. Je sais pas si tu avais vu la vidéo. J'avais vu. Tu l'as rencontré? Non. Ce garçon, je me rappelle plus de son prénom, et puis de toute façon, c'était pas un vrai prénom. Je pense qu'il m'avait écrit sur Instagram, mais bon, comme il était à moitié masqué sur l'émission, je peux pas être sûr à 100%. Ah oui. Je pense. On l'avait appelé Sébastien, non, je crois. Je crois. Facile comme Sébastien qui travaille avec nous ici et voilà, qui anime des émissions, donc comme ça j'avais un moyen technique. Toi, tu es né au Mans, tu as 26 ans. C'est ça. Tu es né le 17 juin 97. C'est ça. Tu voulais être militaire déjà dès le départ? Depuis toujours. J'ai un oncle qui a fait, je crois, 10 ans dans les troupes de marine. Et donc, quand j'étais petit, j'étais très souvent avec lui. Ce qui fait qu'on en parlait très régulièrement. Et puis, avec des petits jeux qui font rire un enfant, qui font un peu rêver un enfant qui aime bien le milieu militaire, je pense. Et donc, c'était quelque chose qui m'a jamais quitté. Et puis, je pense que du coup, j'ai pu réaliser mon rêve. À 18 ans, tu vas t'inscrire au CIRFA. Ouais. C'est pour intégrer l'armée, en gros, c'est le bureau de recrutement. Le centre d'information de l'armée de terre. Tu veux l'armée. Tu vas être parachutiste? À la base, ouais. Au départ, tu m'as envoyé une photo, je vous l'affiche à l'écran. On te reconnaît à peine, c'est assez marrant. Là, t'avais quel âge et t'étais où? J'avais 19 ans, j'étais à Djibouti. C'était après un nettoyage d'un VAB. C'est pour ça que j'étais un peu trempé, etc. On était en train de s'occuper du VAB. Et puis, je sais plus qui, mes supérieurs m'avaient pris en photo comme ça. Est-ce que tu rentres dans tu rentres en parachutiste? Tu rentres dans quoi? En fait, quand il y a les recrutements, il y a des dates qui sont données pour chaque régiment. Par exemple, le 27e BCA, je crois que l'intégration, c'était en mars 2016. Et si je voulais être para au 8e RPIMA, je crois que c'était en juillet ou août 2016, quelque chose comme ça. Et donc, j'étais jeune, j'avais pas forcément très envie d'attendre. Et l'adjudant qui me faisait le recrutement était membre des chasseurs alpins. Il m'avait dit, va te renseigner sur Internet, regarde des vidéos, regarde un petit peu ce qu'on fait, tu verras, ça pourra peut-être t'intéresser, quoi. Et c'est ce que j'ai fait pendant une semaine, je crois, j'avais rendez-vous une semaine après. Et j'ai regardé tout ce qu'il faisait, et puis je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie d'être para, j'ai envie d'être chasseur alpin. Chasseur alpin, c'est les soldats de la montagne. C'est ça. C'est hyper complet, que ce soit dans la neige, en été ou autre. Il y a du ski, il y a de l'alpinisme et de l'escalade. Vraiment, c'est hyper complet. Et puis, ceux qui arrivent à rentrer dans les unités de commando, après, peuvent même faire du parapente. Donc, on n'est pas parachutiste, mais ceux qui arrivent à faire commando peuvent faire du parapente. C'est que les commandos. Hein. Ouais, c'est que les commandos. Je crois que c'est une des seules unités françaises qui fait du parapente. Les commandos montagne. On peut faire du parapente de nuit. Ouais, c'est ça. Du parapente de jour. C'est ça. Donc, c'est vraiment un truc assez incroyable. C'est vraiment une spécialité des chasseurs alpins. Et donc, je regrette pas du tout mon choix. Franchement, ça a été une super expérience. Tu pars faire la guerre avec l'armée ou pas? Je suis parti à Djibouti, donc non, pas de guerre. C'est une base un peu à l'extérieur de... C'est ça, on va dire, c'est un peu, à la base, c'est un peu un endroit... À l'est de l'Afrique. C'est ça, c'est un peu une base qui est facile pour le déploiement d'urgence. On était à peu près centré par rapport à tous les conflits qu'il pouvait y avoir, etc. Tout début, on devait avoir un déploiement en Irak. Ouais, je crois que c'était en Irak qu'on devait faire, avec le groupe 34, groupe RX. Et puis au dernier moment, quand on arrivait à Djibouti, on nous a dit que c'était annulé, donc on a fini notre mandat sur Djibouti avec les autres finalement. Et pour comprendre comment tu pars de l'armée et comment tu vas te retrouver finalement en Ukraine, c'est en février 2017, donc tu pars à Djibouti pour 4 mois, tu fais des missions, tu t'entraînes, tu fais des missions d'entraînement, et au bout de 3 mois, tu vas tomber gravement malade. Ouais, j'ai attrapé une méningite dans le désert. Je crois que c'était la veille de commencer le stage commando. On était arrivés, on avait fait un campement dans le désert du Grand Barra, si je dis pas une bêtise, ou peut-être à Arta. Et on devait passer la nuit ici, puis le lendemain matin, rejoindre le stage commando. Et pendant la nuit, ça a été compliqué. Je voyais bien que ça allait pas, j'arrêtais pas de vomir, j'arrivais pas à rester allongé. Je devais me mettre assis, j'avais la tête qui tournait, et ainsi de suite. Et je voulais pas déranger le corps médical en pleine nuit, donc j'ai attendu jusqu'à 6h du matin, comme ça.
Et au final, quand j'ai été les voir, ils m'ont dit que j'aurais dû les réveiller parce que c'était probablement une méningite et qu'il fallait m'évacuer très rapidement. Et donc, j'ai été évacué par hélicoptère du coup jusqu'à l'hôpital militaire français de Djibouti. Et là, donc, ils ont fait les ponctions lombaires et tout ce qui va avec. C'est quoi une méningite pour C'est une infection du liquide céphalorachidien qui se trouve la tête. autour du cerveau et dans la colonne vertébrale, ce qui sert à protéger le cerveau et la colonne vertébrale. Et donc là, c'était une infection. Il y a les méningites, il y a 2 types de méningites, je ne me rappelle plus vraiment C'est un truc que tu as bactériologique, ainsi de suite, ouais, c'est ça. Ils ne savent pas non plus dire comment. Ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'en avaient pas vu. Ah oui. Ouais. Quand je suis arrivé à l'hôpital militaire à Djibouti, ils m'ont dit que ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas eu de cas de méningite. Donc je suis très chanceux. Et donc voilà, c'est... Parce qu'on peut en mourir. Hein. On peut en mourir, C'est quelque chose bien sûr. dont on meurt très sûr. rapidement d'ailleurs. Bien sûr, il y a plusieurs degrés, on va dire, dans la méningite. Et il y a le degré un peu final, on va dire, c'est là où on n'arrive plus à regarder la lumière, on perd un peu l'essence, c'est très compliqué. J'en étais pas à ce stade-là non plus, mais ça a été quand même très très compliqué quand même. Donc du coup, tu vas te reposer, tu vas rentrer en France? Non, je vais d'abord rester encore 1 mois à Djibouti. À l'hôpital? Entre l'hôpital et là-bas, je faisais des allers-retours. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs ponctions lombaires. Une ponction lombaire, c'est une aiguille qu'on met dans la colonne vertébrale pour essayer d'aller entre 2 colonnes, entre 2, je sais pas, disques, je crois que ça s'appelle, ouais, 2 vertèbres. Et donc après, il y a un liquide dedans qu'on peut récupérer pour voir s'il est infecté ou pas. Et donc, ils ont réussi à le faire qu'au bout de 8 fois, je crois. Donc, il y a eu 8 échecs avant. Et ce qui n'a pas été vu directement, c'est que du coup, ils avaient percé un peu trop loin à un moment donné. Ce qui fait que mon liquide céphalorachidien se mélangeait avec mon sang. J'ai bien compris. Hein. Ce qui fait qu'il y avait une chute de pression au niveau du cerveau. Et donc, quand j'étais debout ou assis, je perdais soit de connaissance ou alors j'avais du mal à rester debout, on va dire. Il fallait que je me réallonge très rapidement. Ouais, donc c'était compliqué. C'était compliqué. Au début, ils n'ont pas compris que c'était ça. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre la base et l'hôpital, sans trop savoir ce qui se passait. J'ai eu plusieurs traitements différents, en essayant de trouver des solutions, et ainsi de suite. Et c'est au bout de 3 semaines, je crois, qu'ils m'ont dit que c'était un post-ponction lombaire qui m'était arrivé. Et que pour soigner ça, il fallait faire ce qu'ils appellent un blood patch. Donc c'est injecter du sang dans la brèche et faire un massage pour que ça cicatrise. Sauf qu'à Djibouti, c'était trop insalubre pour le faire. Et donc je suis rentré en France le 5 juillet, je crois. Je crois que je suis rentré 5 jours avant les autres. Finalement, j'ai fait le mandat quasiment complet. T'es renvoyé en France. On te dit que c'est compliqué de continuer à l'armée? Alors déjà, quand je suis arrivé en France, on m'avait garanti que... Parce que je m'étais renseigné plusieurs fois avant de partir, parce que mon dossier médical, je pouvais le récupérer pour être sûr. On m'a dit que j'avais pas besoin de le faire, que c'était les infirmiers de l'air qui s'en occupaient, l'équipe qui s'occupait de me transférer en France. Et en arrivant en France, le dossier était perdu, donc il n'y avait plus aucune trace de ce qui avait été fait. Ils n'ont jamais réussi à le retrouver. On me l'a retrouvé, je crois, 6 ou 7 ans après. Donc, il n'y avait plus vraiment de sens. Et donc, quand il n'y a pas de dossier médical pour avoir un suivi, les médecins ne veulent pas te prendre en charge. Concrètement, mon médecin traitant a accepté au début de suivre un petit peu le cas, mais au bout d'1 mois, il a dit voilà, c'est fini, je ne prends pas de risque en te suivant sans savoir ce qui t'est arrivé. Donc, du coup, tu sors de l'armée? Donc, je finis par sortir de l'armée, ouais. Je finis par sortir de l'armée. Tu te remets en 2018 de ta méningite. Comme beaucoup de militaires, tu vas essayer de faire des métiers de la sécurité. Il y en a plein qui partent en sécu, etc. Différents types de métiers. Il y a plein de métiers dans la sécu. C'est ça. Toi, tu vas faire vigile au départ. Ouais. Tu vas pas du tout te plaire en tant que vigile. Ça va pas du tout être ton truc. Non, non. Tu fais ça combien de temps et où? J'ai fait ça au Luxembourg. Et j'ai dû faire ça un peu plus d'1 an. J'ai fait vigile, on va dire, en magasin au début. Moi, on m'avait dit que je serais... c'est un terme particulier, ceux qui sont en civil dans les magasins et qui font on va dire, les contrôles en sortie de caisse. Puis finalement, le jour où je suis arrivé au travail, on m'a dit tu te mets à l'accueil finalement, ce qui m'a pas du tout plu. J'ai dû faire 1 an, je crois, là-dedans. Et après, je suis parti dans la sécurité des centres de migrants, au Luxembourg aussi. Donc là, c'est des centres qui accueillent les migrants. Ils sont tous... on va dire qu'il y a peut-être, je crois, au Luxembourg, 6 ou 7 centres pour répartir toutes les personnes en demande d'asile. Et on a une équipe de sécurité dans chaque centre. Donc là, j'ai fait ça et je me suis bien plu dedans. Pas forcément pour le côté sécurité, mais plus pour le côté, on va dire, social avec les migrants. J'ai fini dans un centre à l'est, à frontière allemande. Et c'est ma responsable de centre qui a fini par me dire tu devrais arrêter ce travail-là en tant qu'agent de sécurité, le faire en tant qu'éducateur pour ce public-là, en tout cas. Et c'est chose que j'ai fait en 2021. 2021, ouais. Tu disais que tu n'étais pas forcément d'accord avec les méthodes des mecs qui bossent dans la sécurité là-bas. Ah, pas du tout, non.
beaucoup, on va dire, beaucoup de personnes qui travaillent dans la sécu, c'est un peu des cow-boys. Moi, j'aime bien les appeler comme des cow-boys, on va dire. Dans les centres de migrants, par exemple, il y en a beaucoup qui estimaient qu'ils n'avaient pas forcément le respect à donner à ces personnes-là et que s'il y avait une bagarre, ça serait plutôt assez marrant de donner un petit coup de coude discrètement aux personnes, quoi, on va dire, qui sont en train de se bagarrer, histoire de se défouler un petit peu, ou des trucs un peu malsains, je trouve. Voire insulter même des résidents. J'en ai vu insulter des résidents parce qu'ils n'avaient pas envie de leur répondre à ce moment-là, et donc il y avait des petites insultes qui partaient par-ci, par-là. Et donc c'est un truc qui m'a pas du tout plu. Moi, j'étais dans un centre de migrants, on va dire, c'était plus pour accompagner les personnes, faire en sorte que ça se passe bien, dans un cadre serein et qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, quand je vois que c'était certains collègues qui envenimaient un peu le problème et qui justement ont pu par moments créer des problèmes, qui ont par moments peut-être même déclenché des bagarres de leur faute, c'était de leur faute, hein, concrètement, je l'ai vu. Hein, j'ai participé à certaines bagarres où ça venait des collègues. Je pense que c'est pas sain de venir au travail dans ce but-là. Donc t'as pas aimé? Non, pas du tout. Tu vas dire, à un moment donné, tu as été obligé d'intervenir par moment? Oui, il y a des bagarres qui arrivent. Moi, j'étais dans un centre où il y avait 750 personnes, je crois. Donc c'est quand même nombreux, c'est un gros centre. Et un soir, on m'appelle au Toki pour me dire qu'il y avait une bagarre qui avait commencé dans tel bâtiment, donc j'y vais. Et puis quand j'arrive, je vois une oreille qui tombe au sol, un morceau d'oreille qui tombe au sol. Et donc après, les deux personnes qui étaient en train de se battre au sol avec mon collègue qui essayait de les séparer. Donc on finit par les séparer, on en fait sortir un, l'autre, on l'amène dans le bureau, celui qui avait perdu un morceau d'oreille. Et puis il y a une autre personne qui vient nous annoncer que celui qui s'était battu avant, il était parti chercher un couteau dans sa chambre. Et donc moi je fais monter mon collègue avec la personne blessée dans le bureau, je ferme la clé. Je demande à un autre collègue d'aller au portail pour réceptionner la police et les guider jusque nous. Puis moi, je reste dehors pour essayer de canaliser un maximum les choses en attendant la police et pour pas que le gars fasse n'importe quoi. C'est là où je vais remonter du coup vers le bureau. Donc je le suis, puis on discute un petit peu. Puis là, il commence à taper dans la porte à grands coups de pied pour essayer de la défoncer. Et donc moi, je reste à côté de lui pour essayer de le calmer. Avec un couteau? Un petit peu. Il avait un couteau, mais il l'avait caché dans son pantalon. Et pourquoi ils ont des couteaux? Parce qu'on peut pas empêcher à quelqu'un d'acheter un couteau dans un magasin ou quoi que ce soit. Mais vous les fouillez pas dans les camps? Non, ils ont des chambres. Quand on en voit, nous, personnellement, on les retire, mais. Ah, c'est pas des camps fermés? Non, c'est pas des camps fermés, c'est des camps ouverts. Les gens ont le droit de sortir dehors, de faire leurs courses et ainsi de suite. Donc, si nous, on voit un couteau qui appartient, par exemple, au centre ou qui peut être dangereux, on peut le prendre. Mais si le gars décide d'acheter un couteau dehors et puis de le planquer, on peut pas faire grand-chose, quoi. Et donc là, lui, il l'avait mis dans son pantalon, le couteau. Donc moi, je savais qu'il avait un couteau parce qu'on me l'avait dit, mais je le voyais pas. Et donc, j'essaie de le calmer un maximum pour qu'il mette le moins de coups possible, on va dire, dans la porte. Et puis au moment où la police arrive, il faut imaginer que c'est un couloir où il y a 2 entrées possibles. Donc ils arrivent du côté droit. Et là, il sort son couteau et puis il commence à se lacérer la gorge et l'abdomen, du coup, en approchant la police. Et puis là, je vois bien que les forces de l'ordre, ils n'avaient pas du tout envie de sortir le taser. Ils ont directement sorti l'arme de poing. Et puis ils nous ont dit que le prochain pas qu'ils faisaient, ils allumaient, quoi. Moi, sauf que j'étais à côté, donc j'avais pas forcément envie de prendre une balle perdue. Donc je me suis mis derrière un petit mur, puis j'ai attendu, et au final, il y a un de leurs collègues qui est arrivé de l'autre côté et qui a mis un plaquage au gars. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un voler aussi loin. Il a fait 5 mètres, je crois, dans le couloir, et puis au final, le couteau avait volé au passage, et puis ils l'ont arrêté, quoi. Ils ont tout fait pour pas le tuer, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, du coup, on a été rechercher le petit bout d'oreille pour le donner au médecin par la suite, même si on savait que c'était inutile, mais bon. Comment il avait coupé l'oreille? Avec les dents, comme Mike Tyson. La même chose. Comme Mike Tyson. C'est exactement la même chose. Tu pars combattre en 2023 ouais. En Ukraine. Pourquoi tu pars en Ukraine? C'est ça la première question. Parce que tu n'es pas ukrainien d'origine. Non, du tout. Non. Pour comprendre, hein, ni russe. Ni russe. Pas d'origine, tu vois. Aucune origine. Pourquoi? Tu Déjà, es français d'origine? Oui, je suis français d'origine. Déjà, là-bas, je voulais partir en 2021, mais comme j'étais encore sous contrat, je voulais honorer mon contrat au maximum. Et puis donc, 2023, fin de mon contrat. Déjà, il y a plusieurs raisons, je pense. Forcément, il y a toujours la fibre militaire qui est là. Ça part pas aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Mais la fibre militaire, c'est pour défendre ton pays. Je pense que c'est pour défendre des valeurs, surtout. Moi, par exemple, je ne supporte pas l'injustice. C'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter. Ça m'a valu plusieurs soucis, d'ailleurs, mais je ne peux pas supporter l'injustice et rester à côté et ne rien faire. Ce n'est pas possible. Donc déjà, je pense que c'est la première grosse raison.
voir un peuple se faire envahir, etc., pour des arguments qui sont même pas valables d'ailleurs. Et puis ensuite, après, je travaillais du coup avec des mineurs étrangers non accompagnés, comme on appelle ça, donc des enfants qui sont venus sans famille, qui pour la plupart ont fui la guerre. Moi, j'avais beaucoup de jeunes Afghans donc, qui avaient fui les talibans. Et en 2 ans de temps avec eux, j'ai pu me rendre compte que même après 2 ans de travail acharné avec eux, etc., on ne peut pas forcément rattraper un gosse qui a vécu la guerre. C'est des traumas qui sont trop lourds, c'est des blessures qui sont trop importantes. Et donc, j'en avais un peu marre de récupérer les pots cassés, on va dire. Je voulais aller à la base du problème. Quand tu bossais dans le camp de migrants, Ouais, sécu, hein. c'est ça. Tu penses que c'est compliqué de les réadapter à la vie? Pas que c'est compliqué de les réadapter à la vie, parce qu'ils sont... À la vie européenne, je veux dire. Oui, ils s'adaptent hyper bien, ils s'adaptent hyper bien. Mais c'est hyper compliqué, psychologiquement parlant, de les rattraper, on va dire, de leur trauma par la suite. Même si le jeune va être hyper agréable avec toi tout le temps, va être souriant, quand il va s'enfermer dans la chambre le soir, il va pleurer, quoi. Et toi, tu viens dans la chambre le soir à l'improviste, tu vas le voir pleurer. Et ça va être tous les soirs quasiment. C'est des jeunes où ils vont pas parler de leur vie privée parce que c'est trop dur pour eux. Donc ils vont parler de tout sauf de leur vie privée. Et au final, ils vont un peu s'effacer eux-mêmes. Et finalement, c'est des jeunes qui sont pas forcément heureux. Ou alors ils vont être heureux, mais ça va être compliqué. Tu pars en Ukraine. Pourquoi? Pour défendre du coup les Ukrainiens. Ouais. Enfin, si tu te sens touché par ce conflit. C'est ça. Et t'as pas peur? Non. Non, je pense pas. J'ai jamais été trop stressé, on va dire, dans la vie, par quoi que ce soit. Donc, non, mais d'accord, mais il y a une différence entre pas être stressé au boulot et pas être stressé quand tu vas sur le front. Ouais, non, ça... Non. Tu pars... comment tu pars? Comment on part? Comment on part? Sans donner trop de détails. Mais pour comprendre, c'est un organisme, t'appelles... Il y a la voie, on va dire, classique qui est de contacter, je crois, c'est l'ambassade ukrainienne en France, qui prend des informations, faire une présélection, je crois, par papier ou quelque chose comme ça. Chose que j'ai essayé au début, puis ils n'ont pas pris le temps de répondre au final. Ah oui? Bon, il y en a une qui avait réussi à répondre et elle ne savait pas me dire pourquoi. Qu'est-ce que je devais faire, pourquoi je l'appelais. D'ailleurs, elle me disait mais pourquoi tu m'appelles? Je dis parce que c'est ce qui est écrit sur le site, qu'il faut vous appeler. Donc comme elle ne savait pas du tout, j'ai un peu laissé tomber cette voie-là. Et donc je savais qu'il y avait une frontière en Ukraine, à Medjika, où on pouvait se présenter. Et donc j'ai lâché mon appartement, j'avais un appartement du coup. Mais tu pensais jamais revenir? Pas forcément, je pensais jamais revenir, mais dans l'éventualité où je ne revenais pas, je préférais ne pas encombrer la famille ou qui que ce soit avec un appartement à vider, et ainsi de suite. Donc dans le cas échéant, j'avais tout bazardé. Ah, donc tu rends ton appart? Ouais, j'ai tout rendu, l'appart, les meubles, j'ai tout... T'avais une copine? Non, j'étais seul à ce moment-là. T'étais seul? Ouais. Tes parents sont toujours là? Ouais. Tu vas leur dire? Ouais, je suis parti en France, parce que j'étais en Belgique à ce moment-là, du coup. Je suis parti une après-midi, j'ai fait l'aller-retour une journée en France pour dire au revoir. Je suis parti le matin de Belgique, je suis arrivé, j'ai passé l'après-midi en France. Puis le soir même, je repartais pour la Belgique. Ok. Tes parents, ils le prennent comment? Je pense comme tous parents, c'est un peu difficile. Mais bon, après, particulièrement ma mère, je pense qu'elle sait que dans tous les cas, quand j'ai décidé quelque chose, je le fais. Donc, il n'y a pas forcément... Ça sert à rien de négocier ou ça sert à rien d'essayer de me convaincre d'autre chose. Donc, je pense qu'elle a juste accepté. Et puis voilà, je ne sais pas trop dire, du coup. Putain. Vous parlez pas trop? Si, mais c'est un peu, on va dire... c'est pas tabou, mais pas très émotif. Ah oui? Voilà, c'est pas trop des échanges émotifs, etc. Donc, je sais plus ou moins ce qu'elle pense, mais elle le dira pas pour autant. Ça reste que très... Pudique. Très pudique, voilà, c'est ça. Tu pars, t'arrives là-bas, tu rejoins une entité de l'armée particulière? La Légion internationale au début. Comme le garçon qu'on avait eu, Sébastien, c'était la il y a Légion, quelques mois. Ouais. C'est ça. Il était du 3e bataillon, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Donc moi, je rejoins la Légion internationale au début aussi. Donc il y a une grosse base à côté de la frontière. Et donc là-bas, je fais la formation comme tout le monde. Et puis moi, je savais que je voulais déjà aller dans le 1er bataillon, dans la compagnie Alpha, parce que je savais qu'il y avait des Français là-bas. C'est les groupes d'assaut, en gros, c'est ça? Pas spécialement. On va dire que c'est de l'infanterie. C'est l'infanterie basique. Toi, tu voulais aller au front? Je voulais aller au front à la base, ouais, c'est ça. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément à la Légion, en tout cas pas au 1er bataillon que j'allais aller au front. Et donc je rejoins cette unité Alpha, la compagnie Alpha qui se trouve vers Oskil à ce moment-là, avec quelques Français là-bas. Et puis ça se passe pas très très bien. L'officier préfère partir à l'hôtel à Kharkiv pendant que les hommes vont au front, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Donc
Moi, j'étais assez nouveau, donc j'avais pas forcément de recul, mais les collègues et les copains à ce moment-là rentrent d'une mission et puis ils disent voilà, soit vous décidez de faire quelque chose pour améliorer la condition, soit on part. Il y avait eu, je crois, cette mission-là, je crois qu'ils avaient été 3 jours sans être ravitaillés en eau et en nourriture, parce que justement, ça avait été mal fait au niveau du commandement, etc. Et donc l'officier n'a rien voulu savoir, il s'en foutait un petit peu. Et donc on a fini par tous partir, en tout cas tous les Français qui étaient présents. On est tous partis. Et puis on est resté à 4 Français ensemble. Nous, on ne voulait pas quitter l'Ukraine, on voulait continuer. Donc on est parti sur Kiev et Kharkiv. Et puis on s'est dit on va trouver une unité de la régulière, de l'armée régulière, plutôt que la Légion. J'avais dans ce groupe-là, il y avait dans le groupe que j'avais un copain justement, Léon, qui lui avait déjà travaillé avec ce qu'on appelle la garde territoriale. Donc c'est vraiment une unité ukrainienne, pardon. Et de son expérience, il trouvait que les Ukrainiens, quand on était vraiment dans leurs unités, étaient beaucoup plus accueillants et beaucoup plus professionnels. Et donc on s'était mis cette idée en tête de partir dans une unité d'assaut pour être au plus proche du front du coup. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami à Kiev, un officier du commandement des forces terrestres, Alex, qui a fini par nous aider à trouver une unité. Et on est parti à la 5e brigade d'assaut séparée, combattre du côté de Bakhmout et de Klishivka. Donc c'est un peu Bakhmout, la ville martyre d'Ukraine. Et donc alors on fait le processus de recrutement, on part à Ternopil dans l'ouest, on fait les papiers, etc. correctement. Et puis on arrive dans cette unité d'Ukrainiens. On était le premier, je me demande même si on n'était pas un des premiers groupes constitués d'étrangers en Ukraine à rejoindre une unité ukrainienne. Qu'est-ce qui te marque quand tu arrives? Qu'est-ce qui te marque en Ukraine? En général, tu es dans une voiture. Qu'est-ce qui te marque visuellement? La première chose, quand j'ai passé la frontière, j'ai trouvé ça assez flagrant. Du côté de Medica, c'est plutôt la campagne, on va dire. Et j'avais l'impression d'être retourné peut-être 50 ans en arrière. C'est vrai? Ouais, Pourquoi? Voiture? Pas forcément les voitures, mais les maisons déjà, les vieilles maisons comme on pouvait avoir avant, avec les poules qui se promènent sur la route partout. Le rustique, quoi. Ouais, c'est très rustique, les toilettes à l'extérieur. Il y a pas de grillage. Plus pauvre, finalement. Très pauvre, très pauvre. Les campagnes, je trouve ça très, très pauvre. Et les véhicules, ouais, même les bus, des vieux bus un peu ronds, comme on avait à une époque, un peu jaunes, ils étaient bleus la plupart du temps là-bas aussi. Les véhicules, ouais, tout faisait ancien, en fait. Ah, les bus des années 50, 60. Ouais. Où le gars il était en train de taper limite sur le moteur pour essayer de le démarrer, etc. parce que ça voulait pas, quoi. T'as peur quand tu roules et que tu arrives en Ukraine et que tu sais que tu vas rejoindre un groupe d'assaut comme ça, t'es en voiture avec les autres et tout, t'as le moment, t'as la tension qui monte? Non, plutôt l'impatience, on est pressé d'y arriver. C'est vrai? Ouais. Et t'as envie de te battre? Mais oui, on est là pour ça, on est volontaire. Je pense que c'est pas comme un Ukrainien qui est conscrit, qui est obligé d'aller se battre. On est volontaire, donc forcément c'est qu'on veut y aller. Je pense que la mentalité à partir du moment où on est volontaire est différente et on est là pour combattre, on n'est pas là pour rester en base arrière. Et donc, on avait envie avec le groupe. Ça faisait un moment qu'on voulait avoir des vraies missions d'assaut, etc. T'es avec d'autres Français, du coup? Ouais, on était 4. Dans une unité d'Ukrainiens. C'est ça. Donc là, ils t'envoient à combien de kilomètres du front? Et tu dors où? Nous, on dormait dans une forêt, ce qu'ils appellent un polygone. En Ukraine, ils appellent ça un polygone. C'est un peu un camp d'entraînement. C'est là où il y a des bases de tir, etc., des champs de tir. Et on dormait à côté de ce polygone dans une forêt qui était, je dirais pas à distance précise, mais qui était très très proche de Bakhmout. Assez proche. Près du front? Ouais. T'entends le front? On entendait exploser, on entendait tout. Ouais, c'était très proche. Tu peux rentrer quand tu veux, quand même? Non, on peut quitter l'armée quand on veut. Mais il faut casser le contrat, il faut rentrer, etc. Ça, on peut le faire. Maintenant, si on est du côté de Bakhmout ou peu importe le front où on est, et qu'on décide d'aller à Kharkiv pour se reposer, c'est pas nous que choisissons. C'est soit on suit... supérieur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu dors dans une tente? On dort dans une tente. Dans les bois? Tu nous as amené des photos. Tu vas nous décrire, si tu veux bien, des vidéos aussi. Tu as ramené plein de choses pour nous montrer. Ça, c'est un lieu, voilà, je vous l'affiche à l'écran. Ça, c'est un lieu où tu dors, par exemple. Vous êtes tous les 4? Non, on était plus. On était, je crois qu'on devait être 13 dans la tente. Tu dors sur un matelas vraiment de gym? Ouais. Le truc le plus rustique possible. Basique, quoi. C'est un carémat, on appelle ça un carémat. C'est une mousse, quoi. Tu nous as envoyé ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intérieur d'une maison? Ça, c'était à Oskil. Alors, quand j'étais à la Légion internationale, donc Oskil du côté d'Izium, c'est plus à l'est de Kharkiv. Et à la Légion, souvent, quand on est en seconde ligne, on est dans des maisons, logés dans des maisons d'Ukrainiens qui ont fui la guerre, qui sont payés par le gouvernement comme une location.
Et on était très nombreux. Et plutôt que de s'entasser dans la maison, j'ai décidé de prendre le poulailler dans le fond du jardin qu'il y avait. Je l'ai nettoyé un petit coup. Là, c'était pas nettoyé justement, mais j'ai nettoyé. Et puis c'est devenu ma maison. Ça devient ta maison. Ouais, c'est devenu ma maison. Tout seul? Tout seul. Le luxe. T'es pas allé chercher du luxe là quand tu vas là-bas quand même. Non, du tout. Mais ce genre de choses, c'est déjà du grand confort. C'était quand même malgré tout super grand. Pour une seule personne, j'étais nickel, quoi. Tu vis tes échanges de tirs rapidement? Rapidement, pas forcément. Pas forcément parce que, comment dire, la partie, on va dire, entraînement, etc., tout ce qui se fait à l'ouest, au final, il n'y a pas d'échange de tir. C'est quand on arrive dans la partie est que ça commence. Puis ça dépend des missions, ça dépend de ce qu'on fait. C'est quoi un échange de tir? Tu peux nous raconter des missions avant de parler de la requête que tu vas malheureusement prendre? On va montrer des vidéos aussi après, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment tu vis les échanges de tir, ce que toi tu fais? Ça dépend, mais après, déjà, il faut partir du principe que le plus souvent, c'est l'artillerie. L'artillerie qui passe au-dessus de la tête tout le temps. Alors que si par exemple ça peut être une mission de position au niveau des tranchées, d'être dans les tranchées, il y aura quand même l'artillerie. Même si on est dans les tranchées, ça peut quand même taper dedans au bout d'un moment. Donc c'est souvent l'artillerie qui tape. Je crois que 80% des pertes en Ukraine, c'est dû à l'artillerie d'ailleurs. Donc le plus gros des combats, c'est de survivre à ces obus-là. Après, les échanges de tirs, c'est des tirs, des ripostes, se mettre à couvert, avoir des ordres, suivre les ordres de son chef de groupe qui positionne les gars comme il faut. Ça dépend du terrain aussi. Tout dépend du terrain. Ça dépend comment se passe la mission. Par exemple, celle où j'ai été blessé, le groupe qui devait prendre la position nord se sont fait spotter par les Russes avant l'assaut. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont commencé l'assaut pas du tout où ça devait se faire. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil, c'est jamais le même endroit, c'est jamais la même configuration. Mais je pense que c'est en tout cas le plus mauvais moment pour avoir du stress. T'en as eu quand même? Pas spécialement. Je pense que justement, c'est des moments où, je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais c'est des moments où tout s'efface, toutes les émotions s'effacent. Et il faut faire le travail, aller où il faut. Et j'ai pas forcément posé la question aux collègues, mais j'avais, en tout cas, de ce que je ressentais, ça avait l'air d'être pareil pour eux. Je pense que c'est vraiment ces moments-là où il faut pas avoir de stress, sinon on commence à figer, etc. et c'est pas bon. Vous étiez plus nombreux qu'eux, en face? Non. Que les Russes? Non. Là, aux dernières nouvelles, quand j'ai parlé avec un ami à Kiev, je crois que c'était en avril, donc il n'y a pas très longtemps, on était à une pièce d'artillerie pour 10 du côté russe, et en personnel, je crois que c'était 1 pour 7. Ah waouh! Ils sont 7 fois plus nombreux que vous? 7 fois plus nombreux, ouais. Il y a peu de chances de survie là, avec 7 fois plus nombreux. C'est pas forcément peu de chances de survie, ça dépend comment sont préparées les missions, ça dépend de la reconnaissance qui a été faite d'abord, ça dépend du matériel qui est mis aussi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fronts. On va dire que les fronts qui sont les principaux fronts ont un gros appui d'artillerie du côté ukrainien, parce que c'est là où c'est important de prendre des positions. Les côtés où c'est moins important, c'est là où il y a le moins d'artillerie. Et donc, des fois, il peut y avoir des unités qui se retrouvent sans support, sans soutien. Et là, ça peut devenir plus compliqué. T'as pas peur de te prendre un obus sur la gueule tout le temps, quand ça siffle en l'air? Je pense que ça sert à rien d'avoir peur, parce qu'au final, c'est tellement du hasard. On entend que ça siffle, et puis la seconde d'après, ça explose. Donc, tu sais que chaque seconde, tu peux mourir, quoi. Ouais, je pense. Je pense qu'on est conscient que tu peux mourir chaque seconde. Ouais. Là, t'as envoyé cette vidéo, on l'entend d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est toi qui te filmes. On entend ça siffle quand ça passe au-dessus comme ça. J'ai même d'autres vidéos où on entend plus que ça, où je crois que j'ai une vidéo en 33 secondes, il y a 5 obus qui tombent, 5 ou 6 obus. Donc ça s'arrête pas en fait tout le temps. Tu nous as filé plein de... Ça, c'est l'entraînement au départ? Ouais, ça c'était un entraînement du côté justement du polygone, du côté de Barmout. Ça, c'est quoi? C'est quand tu marches dans les bois dans une mission. Là, tu combats, là, par exemple? Tu peux être pris à... C'était pour prendre la position justement pour aller combattre à Klishivka. On devait traverser un morceau de forêt qui avait été complètement rasé par l'artillerie avant. Et donc là, on peut voir que tout est rasé, quoi. C'est une forêt sans être une forêt, quoi. Tu te retrouves à éviter des balles de justesse, on te tire dessus, tu sens que ça tape. Est-ce que tu passes près de la mort avant l'obus, avant le RPG? Plutôt de la shrapnel qu'on entend taper pas très loin. C'est quoi la shrapnel? C'est quand l'obus explose. La grenaille qui est... C'est ça, voilà, c'est des morceaux de métal qui sont propulsés. Ça peut être des billes qui sont mis à l'intérieur, ça peut être la carcasse de l'obus qui s'explose et qui... Et par exemple, un obus, quand ça explose, souvent on entend la shrapnel taper dans les arbres à côté de nous. Donc on sait que c'est pas passé très loin. Mais après, en général, quand on est couché ou qu'on est
La shrapnel part souvent en cône. Donc, si on est couché, généralement, on a quand même peu de chances de se la prendre. Sinon, après, là, avec Nightsheen qui nous a tiré dessus, c'était pas très loin de nos trous de combat à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? C'est un lance-grenade. C'est vulgairement une grosse mitrailleuse qui envoie un tas de grenades de 40 mm. Lance-patate. Ouais, un lance-patate, en gros. T'es en contact avec tes parents à distance, avec ta famille, avec tes amis? Un peu, Tu ouais. peux envoyer des messages? On peut, quand on est en forêt, par exemple, on a le Starlink qui a été installé, donc c'est vraiment incroyable. Starlink, c'est l'Internet par Elon Musk? Ouais, c'est ça, ouais. Avec le satellite, ouais. Ouais, c'est génial ce truc. C'est génial. On peut être au plein milieu de la forêt, avoir Internet. Ouais, on est super nombreux à l'utiliser, ça fonctionne malgré tout. Donc, on a la chance de pouvoir écrire à la famille quand on est à l'arrière. Un petit Tu peu. donnes des nouvelles à tes parents? Ouais, un petit peu, ouais, autant que je peux, et aux amis, ainsi de suite. En fait, on continue la vie normale, mais en sachant qu'à quelques kilomètres, ça tape, quoi. Tu perds des potes là-bas? J'ai perdu un de mes meilleurs amis, Derek. Qui était devenu un de tes meilleurs potes ou qui C'est était ça, avec toi? qui est devenu avec un de mes meilleurs potes en Ukraine. C'est un Américain que j'ai rencontré quand je suis arrivé en Ukraine au tout début à Verbliani. Et donc, il m'a suivi un petit peu tout au long. Et moi, j'ai été blessé le 4 juillet 2023 et lui, il est décédé le 14 juillet 2023. Il a pris, justement, parler des obus. Il a pris un obus derrière le dos et donc ça a été fini directement. Donc, il n'a rien pu faire. On a retrouvé son corps complètement calciné et détruit. Donc, c'est pour ça, avoir peur des obus, oui et non. On ne peut pas faire grand-chose en soi. Est-ce que tu as une mission où tu as eu peur pour toi avant celle où tu as été blessé grièvement avec lance-roquette? Il y en a une. C'est 3 jours avant d'avoir été blessé, justement. C'était une mission où on devait reprendre la même position, plus ou moins. Donc on arrive sur position en BMP, comme je disais tout à l'heure, le véhicule de transport de troupes. On nous dépose, et puis là, premièrement, on doit traverser un champ de mines. Il y a un Ukrainien qui est venu depuis les tranchées nous récupérer, parce que lui connaît le chemin par cœur. Et il nous fait traverser ce champ de mines. Du coup, Tu sais qu'il y a des mines? on sait que c'est miné partout. Et tu y vas? On n'a pas le choix. Parce que lui, il connaît le chemin, en fait. Il sait où c'est qu'il faut marcher, il sait où mettre les pas. Et voilà, la consigne qu'on a, c'est de mettre nos pas dans les pas des autres. Ah ouais, C'est ça, voilà. T'as le premier. C'est ça. Et donc, il faut le suivre parfaitement. Bon, déjà, il y a eu un moment, à ce moment-là, où je ne sais pas pourquoi, il y en a un devant nous qui a perdu le groupe. Et donc, ils avaient pris, je crois, 50 mètres devant nous. Et donc, là, on s'est retrouvé un peu con à l'air de dire, où est-ce qu'on marche? Où est-ce qu'on va? C'est pas de détecteur de métaux? Non, ça c'est le génie qui utilise ce genre de choses. Ça etc. coûte 200 €. Ouais, mais après, il y a maintenant, il y a beaucoup de mines qui sont que en plastique. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh là là. Donc, non, ça c'est les spécialités du génie qui savent comment détecter ce genre de choses et comment les enlever. Là, on savait qu'il y avait un chemin qui était clean, qu'il fallait suivre. Et on ne sait pas pourquoi il y en a un devant qui n'a pas réussi à suivre le groupe. Ils ont pris peut-être 50 mètres devant et puis on n'arrivait pas à les rappeler. On avait beau leur crier dessus pour leur demander de ralentir, ils n'écoutaient pas. Et donc là, on a dit au premier, écoute, c'est toi qui as raté qui a perdu le groupe, marche quoi. Tu vas là où tu penses que tu les as vus marcher et puis on te suit quoi. Donc on marche, on arrive à les rattraper, par chance, on a, je pense, suivi pas trop mal le chemin. Et puis on arrive dans les tranchées, on traverse un bon morceau de tranchée, avec plein d'Ukrainiens un peu partout, c'est un peu camaraderie, on s'arrête, on discute avec certains Ukrainiens qui parlent anglais pendant que les chefs de groupe prennent les consignes à la radio et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on commence à discuter avec certaines personnes, c'est assez sympa. Puis on arrive dans ce qu'on appelle un bunker, c'est un gros trou de combat avec des troncs, etc. qui couvrent. Tu nous as envoyé une vidéo de ça. C'est un trou comme ça, par exemple? Non, ça c'est un petit celui-là. Ça c'est vraiment un trou de combat. Trou de combat? Ça c'est un trou de combat qu'on utilise vraiment... Une tranchée, quoi. C'est un trou sous terre qu'on recouvre avec des branchages et des choses assez solides pour résister à certains tirs. Et qui nous permettent d'être à couvert, d'avoir un visu, on va dire, sur l'ennemi. Et en étant un maximum couvert et caché. Comme ça, le drone qui passe au-dessus, etc., il ne nous voit pas forcément. Il ne sait pas s'il y a du monde dans le trou, s'il a vu qu'il y avait un trou. Et s'il y a de l'artillerie qui tombe, il y a quand même plus de chances de survivre que si on était à l'extérieur. Et là, ça c'est un petit... En fait, il faut imaginer ça, mais en beaucoup plus gros. Vraiment beaucoup plus gros. On était une vingtaine dedans. Vingtaine? Ouais. Une vingtaine, on était vraiment entassés comme pas possible, tous assis, recroquevillés. Et puis là, ils nous annoncent que la mission est annulée. On ne comprend pas trop pourquoi, c'est dit en ukrainien, donc nous, on ne comprend pas forcément qu'il faut faire demi-tour. Et donc, c'est ce qu'on fait, jusqu'au moment où on arrive à ce fameux champ de mines. Sauf que cette fois, l'Ukrainien qui connaissait le chemin ne nous avait pas raccompagnés. Et donc, on arrive devant ce champ de mines, et là, on s'arrête tous un petit peu, puis on se pose la question de ce qu'on fait.
Est-ce qu'on va essayer de traverser le champ sans connaître le chemin, ou est-ce qu'on prend la route où on ne sait pas trop où ça nous mène? Et puis pendant notre discussion, on était en train de discuter avec les copains, et puis on entend un premier tir d'artillerie tomber. C'était encore assez loin, donc ça ne nous inquiétait pas plus que ça. On se dit que ça devait être pour quelqu'un d'autre. On continue la discussion un petit peu, puis le deuxième tir était beaucoup plus proche d'un coup. Et donc là, la discussion a coupé assez court. On s'est dit qu'on prendrait la route parce que c'est emprunté par des véhicules, donc on sait que c'est pas miné. On ne sait pas où ça va, mais on verra bien. Et que c'est quand même toujours plus safe que de se faire péter dans un champ de mine. Et sauf qu'à ce moment-là, ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est qu'il y avait un drone thermique qui nous spottait au-dessus. Quand je dis spotter, c'est en gros, le drone nous observe, il observe les tirs d'artillerie, où est-ce que Ah oui, il ça dit c'est tombe. plus à gauche, plus à droite. Et ils font des réglages de tir, en fait. Tu l'entends, le drone? Le drone, celui-là, on l'entendait pas. On l'entendait pas. Mais en fait, on pouvait savoir qu'il y avait un drone parce que les tirs étaient hyper précis. Très, très précis, de plus en plus précis, en fait, à chaque fois. Et donc, au début, c'était juste un tir d'artillerie qui tombait. Tu cherches dans le ciel ou pas, non? Il faisait nuit, donc on voyait rien. Ah, il fait nuit. Il faisait nuit. Il n'y a pas de petite lumière de clignotage Non, comme non, sur là, les on DJI, voyait- là, les... On voyait rien. Puis honnêtement, vu comment on se faisait bombarder, on n'avait pas le temps de regarder dans le ciel. Ouais, voir les En fait, étoiles. c'est ça. Parce que par la suite, du coup, c'est des véhicules, ce qu'on appelle des grades, qui ont pris le relais. Donc, c'est des véhicules. Russe? C'est des véhicules russes qui ont plusieurs ogives à l'arrière. Donc, ça peut lancer peut-être entre 6 et 10 ogives en Ah, même les temps. fusées, là, les... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et donc, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils en mettent plusieurs côte à côte. Comme ça, quand il y en a un qui recharge, l'autre tire, et ainsi de suite. Ça fait un roulement. Comme ça s'arrête jamais, en fait. Oh putain. Et donc, c'est pour ça que je te dis qu'on n'a pas eu le temps de regarder en haut s'il y avait un drone. Il y a une salve qui tombait, on se mettait à couvert. On avait le temps de se lever, courir quoi, 1 minute, peut-être 2 minutes. Ça retombait à chaque fois. Alors que t'es dans un champ de mine? Non, au final, on a T'es pris sur la la route. route. Là, on a pris la route. On a décidé de laisser tomber le champ de mine. On prend la route. On ne sait pas où ça nous mène, mais on prend la route. On sait qu'il n'est pas miné parce que les véhicules passent tout le temps. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment où on va arriver. Mais on court. Le seul truc qu'on sait, c'est Mais qu'on tu sais que tu court. vas dans ta bonne direction, quand même? On sait qu'on va plus ou moins dans la bonne direction. On sait que c'est cette direction-là qu'on doit rejoindre. On se dit que dans tous les cas, on aura toujours plus de chances de survivre en prenant la route que le champ de mine. Et on court. Chaque salve qui tombe, on se couche. Je me rappelle que l'avant-dernière salve que j'ai pris, quand on prend l'artillerie, en général, on se met au sol et puis on se couvre le visage comme on peut et puis on se met on dit un profil le plus petit possible quoi, pour éviter de prendre de la shrapnel ou quoi que ce soit. Des Je me éclats, des éclats. C'est ça, des éclats. Et je me rappelle que l'avant-dernière salve qu'on a reçue était tellement proche que je voyais le flash entre mes bras. J'avais le visage recouvert et je voyais quand même le flash de l'explosion. Et là, on s'est relevé avec les copains. On a tous compris que ça se rapprochait à chaque fois. Ouais, tu t'es dit, là, ça commence à sentir... Et là, avec les le copains, gris. on n'a pas forcément parlé parce qu'on courait, qu'on n'avait pas forcément le moment de parler. Mais on s'est regardé et dans le regard, je pense que ça se voyait. On s'était tous dit un petit peu au revoir à ce moment-là. Et ouais, on a eu beaucoup de chance parce que la dernière salve qui est arrivée, du coup, qui était censée nous avoir, on a trouvé le véhicule, le BMP, qui devait nous récupérer à ce moment-là. Et donc, c'est ce qui nous a sauvés parce que je pense que sinon, on serait tous restés là-bas. Et donc là, ouais, on s'est tous regardés, c'était fort, c'était très fort. Waouh. Il y a des moments où vous amusez quand même. Vous pouvez un peu rigoler entre vous, où sûr. tu passes vraiment des mois à pas dormir. Non, tout le temps, on rigole tout le temps. Je me souviens de la mission où on s'est fait tirer dessus par du grade, un véhicule qui envoie plusieurs obus à la fois. Quand on a fini par trouver le véhicule et donc on savait qu'on avait survécu, on était tous morts de rire sur le BMP, quoi. Et C'est quoi le BMP? c'est un transport de troupes, un véhicule transport de troupes soviétique où on monte souvent dessus. Il y a souvent des vidéos en Ukraine où c'est des mecs qui sont dessus plutôt que dedans. Et non, on rigole tout le temps entre nous, quand ce soit sur le front ou que ce soit en arrière, tout le temps. Un jour, tu vas te brosser les dents. Dehors, au soleil, tu vas entendre un bruit pas normal. Qu'est-ce que c'est? C'était à Oskil, du coup, donc quand j'étais à la Légion. Puis c'était un matin, j'étais en train de me brosser les dents dehors, il faisait beau, j'étais sorti dehors un petit peu tranquille. Et puis j'entends un bruit un peu sourd à l'arrière. Et puis je comprends vite que c'est un avion de chasse. Et au moment où je lève la tête, je vois un avion de chasse, je pense que c'était un Su-35 ou je sais pas trop, je connais pas grand-chose aux avions de chasse russes. En tout cas, c'est un avion de chasse russe qui est passé au-dessus de ma maison, pas très loin, pas très haut, je dirais peut-être 40-50 mètres. C'est pas haut, non? Pas haut du T'as tout. mal aux oreilles. Et il fumait noir surtout. Il fumait vraiment noir. Et donc je regarde un petit peu par où il part. Et puis je pense peut-être 2 km plus loin, je vois des tirs de contre-aériens qui le touchent. Et donc l'avion qui explose 2 km plus loin, En l'air. en l'air. Est-ce qu'il y a une chance qu'il gagne, l'Ukraine? L'Ukraine, c'est compliqué à dire. Et je sais pas s'il y a une chance qu'il gagne. Je pense
Personnellement, je pense personnellement, en ayant parlé avec quelques copains, qu'il faudrait qu'ils fassent des concessions de territoire. Il y a beaucoup trop à récupérer, beaucoup de territoire à récupérer. Ça me paraît compliqué, vu le peu qu'on arrive à reprendre sur des contre-offensives comme l'année dernière. Perdre, je pense pas. Je pense qu'ils tiendront. Maintenant, reprendre tout le territoire, ça me paraît compliqué quand même. Vraiment. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait abandonner, tu crois? Peu de chance. Sauf s'il arrive à avoir ce qu'il veut, donc les territoires qu'il demande, comme il a demandé en 2023. Le Nord, la Crimée? Le Nord, la Crimée, une partie de l'Est qu'il a déjà récupéré. Bah, de toute façon, tout ce qu'il a récupéré actuellement, je pense qu'il voudra le garder, quoi. Il rendra absolument rien. Donc ça me paraît un peu compliqué. Je sais pas trop dire. Tu as vu de la corruption là-bas. En avril 2023, tu es mis en relation avec des services de rance. On va rester très vague. Ouais. Peut-être français, peut-être ukrainien, peut-être partout. Je ne donne pas de précision comme ça, t'es pas emmerdé. Okay. On va dire avec des services de renseignement et tu vas voir des trucs un peu étonnants. Déjà, je pense que la corruption, il y en a dans tous les pays en guerre, je pense. Dans tous les services, dans tous les métiers, sur toute la planète. C'est ça. Donc c'est pour bien dire que c'est pas parce que c'est l'Ukraine qu'il y a de la corruption. Bien sûr, ça existe partout. Maintenant, il y avait une investigation qui avait été faite au niveau surtout des officiers ukrainiens à l'époque. Parce qu'il y avait beaucoup d'histoires comme quoi, par exemple, des officiers qui se faisaient payer pour que le soldat ne parte pas au front. Donc le soldat donnait sa solde et en échange, il n'allait pas au front. Du matériel qui avait été volé, du matériel américain, des javelins, qui en pleine nuit disparaissent du côté du front sans avoir été tirés. Ça coûte très cher. Ça coûte très là, cher. On ne se rend pas compte quand tu parles comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un javelin? C'est un missile anti-char qu'on met sur l'épaule. Ça coûte des centaines de milliers d'euros. Ça coûte un appartement plein centre de Bordeaux. Voilà. Et là, je crois qu'il y en avait eu 8 de disparus, quoi, par exemple. Donc c'est extrêmement cher. Et parfois, il y a des pays peu regardants qui vont acheter ce genre de matériel au marché noir et qui vont s'en servir sur leur conflit, sur leur territoire à eux, quoi. En sachant que c'était juste à un seul endroit, à un seul moment. Donc ça veut dire que ça se fait dans plusieurs endroits en même temps. C'est des millions d'euros. C'est énorme. Des centaines de millions d'euros qui partent, qui s'évaporent. C'est énorme. Ça, tu le vois? On le voit. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'histoires à l'époque où tout le matériel occidental qui était acheminé en Ukraine, il y avait une grosse partie qui avait été détournée, qui était stockée à Lviv, dans des bâtiments, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, des espèces de hangars. Il y a beaucoup de choses. Mon officier qui refusait d'aller au front, qui partait à l'hôtel, par exemple. C'est pareil. Tu envoies à tout niveau. C'est ça. Là, tu nous racontais tout à l'heure une anecdote où vous avez survécu à des obus qui se sont rapprochés. C'était le 1er juillet 2023. Le 4 juillet, 3 jours plus tard, c'est là où tu vas te faire blesser très grièvement avec ce lance-roquette où tu vas survivre miraculeusement. Est-ce que tu peux expliquer vraiment cette journée, ce qui t'est arrivé? Du coup, on était repartis sur la même position. On devait faire la mission qui devait se faire du coup 3 jours plus tôt, qui avait été annulée. Et donc l'objectif était qu'un groupe prenne un assaut au nord et puis nous on devait bloquer à droite, à l'ouest. Et donc on traverse pas mal de tranchées, pas mal de forêts, dont une forêt où on a dû se mettre à couvert dans des trous de combat parce que le lance-grenade nous tirait dessus, nous bombardait pendant 2 heures. Il y avait un drone au-dessus qui spottait ses tirs. Et puis du coup nous pendant 2 heures on était dans des trous en train de se cacher. Un lance-grenade, ça tire à 50, 60 mètres, 90 mètres. Ah non, là, c'est vraiment des gros. Hein, c'est des très grands. Okay. C'est pas le petit lance-grenade que tu prends sur toi en personnel. C'est vraiment le truc que tu poses au sol. D'accord, ouais, ça expulse à plusieurs centaines de mètres. C'est ça, un peu comme une grosse mitrailleuse et ça balance très très loin. Très loin. Ouais, je crois que ça peut balancer à plus de 2 km, je crois. Hein. Putain. Donc, catapulte, quoi. On n'était pas si loin que ça. Donc je pense que c'était assez facile pour eux de nous tirer correctement. Et donc, là, il se passe 2 heures où on est dans le trou avec les copains. Moi, j'étais avec Léon. Puis donc, on discutait un petit peu du temps et de tout et de rien, finalement, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire. On peut pas prédire ce qui va se passer. Le seul truc qu'on se dit, c'est qu'on espère qu'il n'y a pas une grenade qui va tomber dans notre trou. Parce que là, sinon, c'était directement fini. Il y a beaucoup de vidéos. Hein. Il y a beaucoup de vidéos. Sur Internet, sur les groupes Telegram, etc., tu vois des petits drones, hein, les petits DJI, qui sont les drones qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont réadaptés par des bricoleurs, des deux côtés. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, avec des drones comme ça qui valent 500 €, 700 €, 800 €, ça peut détruire des chars qui valent 15 millions. Oui, des fois, même moins cher que ça, des fois. Hein. Et là, de plus en plus, maintenant, ils font ça avec les drones FPV, là, ceux qui... Ah oui, ils mettent 2 trucs de fil, et quand les fils se touchent, ça explose, et ils font sur les gens. Et là,
c'est encore pire parce qu'il y a de moins en moins de chances de survivre. Avant, Parce que c'est précis, quoi. c'est hyper précis. C'est hyper précis, ça va super vite. Donc, Et même si tu cours, il te rattrape et il te c'est tape impossible, dedans. ça sert à rien de courir, ça va tellement vite. Je crois que ça va plus de 200 km/h. Donc à ce moment-là, on avait de la chance, c'était un drone normal qui était au-dessus de nous, donc c'est un peu moins effrayant, on va dire déjà. Et donc, les 2 heures passent, on entend que ça se calme un petit peu au niveau des tirs, donc on reprend la marche, on repart. Puis on arrive sur une zone où il y a énormément d'Ukrainiens. Beaucoup d'Ukrainiens. Je pense que j'avais rarement vu autant d'Ukrainiens sur la même zone. Nous, on s'est posé à un endroit, là, dans la forêt, avec mon groupe, pendant que mon chef de groupe, qui est un Ukrainien, Ivan, qui lui faisait les transmissions à la radio, qui prenait les ordres, etc. Puis là, on était avec les copains en train d'attendre, et puis là, ça tapait fort en artillerie, très fort. Et c'est là où les premières secondes, ça surprend un petit peu quand même quand c'est aussi violent. C'est là où je disais justement qu'une vidéo de 30 secondes, il y en a 5 ou 6 qui tombent d'un coup. Et puis on entend que ça tape dans les arbres de partout, etc. Et donc là, pareil, on n'a pas grand-chose de spécial à faire. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien à faire. Donc on espère juste que ça tombe pas sur nous. On attend. On est statique assez longtemps. On n'aime pas trop être statique en général quand c'est comme ça. On n'aime pas du tout ça. C'est les moments les plus dangereux. Et là, malheureusement, on est resté quand même statique, je crois, au moins 1h30, 2h aussi. Jusqu'au moment où on décide de partir pour prendre notre point. Et donc, on commence sa progression. Et là, au bout d'un moment, je pense, à une demi-heure de marche, on n'arrive pas à trouver où on devait aller. La forêt était très dense, beaucoup de fougères, très très dense. On ne voyait pas grand-chose. Et les drones qui étaient au-dessus, les drones ukrainiens pour le coup, ne pouvaient pas nous aider parce qu'ils n'arrivaient même pas à nous trouver dans la forêt tellement c'était dense. Et donc là, avec Ivan, le chef de groupe ukrainien, il vient me voir et puis il me dit « Max, est-ce que tu es d'accord qu'on parte qu'à 2, faire la reconnaissance et essayer de trouver le point plutôt que d'en mettre tout le groupe alors qu'on sait qu'il y a les Russes qui sont en train de tirer juste en face et qu'on ne sait pas trop où on va en soi. » L'assaut avait déjà commencé en fait, du côté de l'autre compagnie. Ça avait commencé beaucoup plus tôt que prévu. Et donc on savait qu'en face, il y avait du répondant et qu'il y avait déjà des Russes qui nous attendaient, quoi. Donc j'accepte. Je regarde avec les copains, on se dit bon bah pas trop le choix. Donc là on pose des sacs à dos, on prend le minimum sur nous pour être le plus léger possible. Puis on part avec Ivan à 2 chercher ce fameux véhicule blanc qu'on devait trouver. Et puis on a fini par le réussir à l'avoir, on le trouve, on revient vers les copains. Et puis là on apprend qu'il y a déjà 12 morts du côté ukrainien en 10 minutes de combat. Nous déjà depuis la forêt avec Ivan, quand on était parti un peu plus à droite, on voyait déjà les boules de feu énormes qui étaient du côté de l'artillerie, que l'artillerie envoyait sur les Ukrainiens. C'était un carnage, je pense, de leur côté, c'était vraiment un carnage. Donc là, ils perdent 12 personnes en 10 minutes et ils nous demandent un peu d'aide. Sauf qu'à ce moment-là, Ivan intervient et dit qu'on ne peut pas, parce que notre mission, c'est de bloquer à droite, au cas où que les paras veulent venir, ce qui pourrait être encore plus compliqué finalement si on ne le faisait pas. Donc c'est un peu difficile ce moment-là quand on sait que ça se passe pas bien pour les copains de l'autre côté, mais qu'on peut pas aller les aider. Vous reconnaissez comment? Vous avez un brassard de couleur? On avait des couleurs, ouais. Ce jour-là, je crois que c'était bleu pour nous. Ah, ça change en fonction des jours? Ça, pas forcément en fonction des gens, mais plutôt des périodes. Il y a des périodes où c'est jaune, il y a des périodes où c'est bleu. Les Russes, souvent, c'est rouge. Je pense que ça a toujours été rouge pour eux. Mais là, en tout cas, cette mission-là, c'était bleu. C'était le bleu. Et voilà, donc on savait qu'à gauche, c'était très compliqué pour eux, qui nous demandaient vraiment de l'aide. Ça venait du fond du cœur, je pense. Et personnellement, en tout cas, pour moi, ça a été très difficile quand on a dû dire non pour aller les aider. Et donc, du coup, on a parti à notre position. On est arrivé là où on devait aller. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était encore une zone minée, parce qu'il y avait des mines anti-chars qui étaient posées au sol un peu partout. Et c'était une ancienne position russe aussi, qui n'avait pas été dépiégée avant. Donc on ne pouvait même pas prendre la position comme on le devait la prendre correctement en profondeur dans le petit bosquet où on était. Donc on a dû se réadapter, refaire un dispositif correctement pour faire la mission au mieux en tout cas. Et de là où on était un peu plus en hauteur par rapport à là où les autres combattaient. Et là on voyait vraiment encore que c'était... chaud. Ouais, c'était vraiment un carnage de leur côté, ça explosait de partout, hein, aussi bien du côté russe que ukrainien. Mais là ça explosait vraiment partout, l'artillerie. C'était le combat le plus violent que tu as vu, toi? Je pense, ouais. Ouais, là, c'était vraiment... Ça s'arrêtait pas, là. Puis il y a vraiment des endroits où on voyait vraiment des grosses boules de feu, etc. Puis à la radio,
On comprenait pas forcément ce que c'est ukrainien, mais on sent quand c'est tendu, on sent quand c'est pas forcément des bonnes situations. Et ouais, c'était pas terrible à la radio pour l'instant, c'était vraiment pas terrible. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Ben, moi, ça m'est arrivé le lendemain matin. On a dormi d'abord, on a fait notre surveillance toute la nuit. Et le lendemain matin, il y a la relève ukrainienne qui est arrivée, parce que nous, on ne devait pas faire de statique, on était une unité d'assaut, donc on devait prendre la position, puis après la redonner à des Ukrainiens. Et le chef de groupe ukrainien était déjà arrivé un peu en avance. Il était parti tout à droite avec mon chef de groupe. Et puis tous ces gars venaient d'arriver vers moi. Moi, j'étais à peu près au milieu, on va dire. Et il y avait une dizaine d'Ukrainiens qui arrivent et qui étaient un peu plantés comme des poteaux plein milieu de nulle part parce qu'ils ne savaient pas où se mettre. Donc c'était hyper dangereux s'il y avait de l'artillerie ou un drone ou autre. Donc je décide d'aller rendre compte à mon chef de groupe et leurs chefs de groupe qui sont arrivés pour qu'ils puissent les positionner au mieux. Donc l'allée se fait bien. Il faut imaginer qu'en gros, c'est un petit chemin entre deux bosquets de forêt et qu'on ne rentre pas trop dans la forêt étant donné que c'est miné, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a été vérifié ou pas. Et donc on marche un petit peu dans la forêt, mais vraiment au bord de la route. Et donc un peu à découvert, forcément. Quand j'y vais, c'est nickel, ça se passe bien. Je rends compte aux personnes qui doivent recevoir les informations. Puis au moment de retourner sur ma zone à moi, je marche et j'entends un tir de RPG partir, un RPG 7. Et je ne sais pas trop si c'est au même moment ou pas, mais en tout cas, je me vois par terre. Je ne me sens pas tomber, mais je suis par terre au moment où je suis un peu conscient de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, même quand j'étais par terre, je n'ai pas forcément déjà compris que c'était un tir pour moi. C'est au moment où je lève la tête et je vois mes intestins qui sont par terre et ma jambe qui était à moitié arrachée que j'ai compris du coup que c'était pour moi le tir. Putain. Tu ressens pas de douleur? Pas directement. Pas directement. Le corps humain, En fait, j'ai pas ressenti de douleur quasiment jusqu'à la fin. La seule chose qui était, on va dire, un petit peu douloureuse, c'est le bassin, comme il avait été explosé. Selon la position qu'on me posait en brancard, ça pouvait me faire mal. Tu prends la roquette dans le ventre? Dans l'abdomen. Elle n'explose pas? Elle explose plus loin, pas sur moi. Elle te transperce et va taper après? Elle a tapé, on va dire, un peu à l'arrière gauche de l'abdomen, du ventre, et elle est ressortie, on va dire, plus ou moins avant gauche. Tu la prends dans le dos, du coup? Plutôt le flanc. Dans le flanc, ouais, on va dire. Et donc ça arrive de derrière? Ouais, derrière, ouais. Ah ouais. Et ça va très très vite, une roquette. T'as même pas le temps. Ça va très vite. T'entends le tir, c'est comme une balle quasiment. Je pense que quand j'ai entendu le tir, je devais déjà être par terre en soi. Je pense. Parce que ça va tellement vite, on ne peut pas se rendre compte. C'est impossible. T'as tes entrailles qui sortent, tu dis? Ouais. Tes intestins, tu les vois? J'essaie même de les ramasser au début. Mais tu perds pas connaissance? Non, pas du tout. Au début, je perds pas connaissance, mais par contre, je suis un peu déconnecté, je dirais. Un peu déconnecté dans le sens où la seule chose que je voyais, c'était un Ukrainien qui était posé devant moi dans le bosquet, à qui j'ai demandé de l'aide et qui m'a dit non. C'est vrai? Je pense qu'il a eu peur ou... Soit il pensait que c'était foutu, soit il a eu peur. Mais en tout cas, il m'a dit non. Il m'a regardé de la tête, il a fait un signe de la tête. Et donc, j'ai compris qu'il ne m'aiderait pas. Putain. Et donc, dans ma tête, il me restait plus que le Russe qui m'avait tiré dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, il est hors de question que ce soit un Russe qui me finisse. Je vais me finir moi-même. Donc, je commençais à réfléchir à prendre ma calache et à mettre une bastos tout seul. Et entre-temps, j'ai des copains qui sont arrivés très vite. Donc, j'ai pas eu le temps ni quoi que ce soit pour me... Attends, mais tu perds pas connaissance? Non. Tu gardes, tu restes éveillé? Du début à la fin, ouais. Mais attends, mais comment c'est possible? Ça aussi, ça va m'expliquer la plupart des... Parce que c'était ouvert très gros. Genre, Ouais. Si tu voudras bien après, Bien sûr. mais montrer ta cicatrice, jusqu'on se rende compte de la taille du truc, t'avais le ventre ouvert, quoi. Ouais, j'avais le ventre ouvert. Et tu t'es dit que t'allais mourir, là? Tu t'es Ouais. dit, c'est fini, ça y est? Ouais, c'est pour ça que je voulais me finir au début. Je pensais surtout que ça devait être le Russe qui allait me tirer dessus. Et qu'il allait s'approcher, machin? Ouais, et donc je voulais me finir. Après, quand les copains sont arrivés, ils sont arrivés très très vite. Et là, pareil, je leur ai dit, finissez-moi. Je leur ai demandé de me finir. Je voulais pas être un poids pour eux, je voulais pas les mettre plus en danger que ça. Sachant que pour moi, je pensais que c'était fini. Donc je leur ai demandé 3-4 fois de me finir, ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu. Et donc à partir du moment où ils ont dit non, j'ai dû un peu changer mon mindset. Et là, je me suis dit que j'allais survivre. Je sais pas, d'un coup, il y a eu un changement dans ma tête et je savais que j'allais survivre à ce moment-là, du coup. On a fait ce qu'il fallait, on a mis les intestins dans un sac poubelle, on a mis... C'est quoi cette phrase? Non, J'ai jamais entendu ça. C'est vrai. Vraiment, légende, on a fait des centaines d'émissions. Et à chaque fois, on se dit, c'est le maximum. On n'aura pas pire. Eh ben, j'ai jamais entendu ça. Ah, si, Tu mets tes si. intestins dans un sac poubelle. Ouais, c'est la procédure, on Mais va ils sont dire. toujours rebranchés? Il ils sont y a débranchés. une partie qui a été arrachée, et puis l'autre qui doit être branchée, je sais pas trop. Je me rappelle juste que moi, à la base, je pensais que c'était sorti par l'avant. Parce qu'inconsciemment, je pense que quand on pense à éventration, Oui, on passe de devant.
Donc avant que les collègues arrivent, j'essayais de mettre ça à l'intérieur, mais de devant. Mais en fait, il faut absolument pas faire ça. Et puis de toute façon, ça pouvait pas rentrer. C'était pas de devant, c'était sur le côté. Et donc, après, une fois que c'est dehors, il faut pas rentrer les intestins à l'intérieur. C'est trop risqué au niveau infection. Ah bah oui, en plus, t'as des gants, c'est crade. C'est ça, c'est tellement T'as sale touché à des qu'il trucs, il la faut mettre terre. ça dans un linge humide ou quelque chose de propre. Et donc, nous, on avait des sacs poubelles. Donc, ça a fini dans un sac poubelle. Et que t'as laissé à côté. On a mis sur moi. On a mis des garrots autour pour bloquer le bas du sac pour pas que ça sorte. Puis on l'a posé sur l'abdomen. Et puis moi, je le tenais pendant qu'on me brancardait. Du coup, Toujours réveillé. ouais, j'étais réveillé. Je tenais mon petit sac tranquillement. C'est une dure journée quand même, là. Dure journée de travail. Un petit peu. Ah, waouh. Et là, tu te dis pas, tiens, qu'est-ce que je fous là? Il n'y a pas le moment où tu es Non. là avec ton sac poubelle, avec tes entrailles dedans, où tu te dis, Je pense que j'étais trop focus sur le moment même, sur ce qui se passait pour survivre. Il y a eu 2-3 moments où je voyais les calages parce que du coup, ils m'ont brancardé à 6 à peu près. Ils avaient un brancard souple. Et donc, les collègues avaient toujours leur. c'est les Ukrainiens qui t'ont ramené? Non, c'était mon groupe à moi. Donc, français et anglais. Donc, ça, c'était mes copains à moi, plus un Ukrainien qui est venu nous aider quand même. Tu les as remerciés de ne pas t'avoir suicidé? Oui, bien sûr. Je les ai remerciés, les copains. Et puis, je leur fais souvent des dédicaces quand je peux ou je leur passe des petits coucous autant que possible. Le Russe qui t'a tiré dessus, vous l'avez retrouvé? Non, du tout. Il n'a pas retiré par la suite. On ne sait pas où il était. On sait pas. Il a tiré, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est reparti, quoi. Donc on l'a pas retrouvé, pas du tout. Mais donc ouais, non, c'est T'as le respect du combattant? absolument. Oui, c'est quelque chose d'important à dire, je pense. En tout cas, il n'y a aucune, à partir du moment, personnellement, parce que je pense que tout le monde n'est pas pareil. Mais personnellement, je suis pas du tout parti en Ukraine parce que j'avais la haine du Russe ou quoi que ce soit. Je déteste aucun Russe, je n'ai pas de problème avec eux. Et la personne en face de moi fait la même chose que moi, il fait le même travail, je peux pas le détester, je peux pas avoir la haine contre lui alors qu'il fait son travail en soi. Et même que je pourrais même aller plus loin, la plupart d'entre eux sont conscrits, moi je suis volontaire, donc limite, eux n'ont pas le choix que d'être là, moi j'ai le choix, donc c'est encore différent. La roquette va pas péter dans ton ventre? Ils savent pourquoi? Non? Les militaires, ils On t'ont sait expliqué? pas trop dire pourquoi. Probablement que c'était trop mou, une partie trop T'avais molle. pas de gilet de... J'avais un gilet. Tactique de... gilet de... J'avais un pare-plaque, gilet pare-balles. un porte-plaque. J'avais un porte-plaque et moi je le porte toujours très haut parce qu'il y a des artères claviculaires ici. Et quand elles sont touchées, en général, c'est impossible à soigner ou très très compliqué. Et donc, du coup, la roquette est passée juste en dessous de mes plaques. Mes collègues ont ressorti mes plaques par la suite, etc. Et ils ont regardé, ils ont dit, il n'y a rien dessus, quoi. Elle n'a pas été touchée. Et elle a explosé après? Elle a explosé après, elle a explosé, je ne sais pas en distance, hein, mais peut-être 20-30 mètres plus loin. Et elle a blessé 3 soldats ukrainiens, du coup avec des éclats. Un qui a été quand même assez lourdement touché au niveau éclat, il en avait sur tout le corps. Il supportait pas vraiment la douleur, il était en train de perdre un peu... C'est vrai. Alors que toi, il t'a transpercé le truc, il était encore Ah ouais. tranquille avec ton sac poubelle. C'est ça, lui il a pété un câble. Un autre qui était chaud au niveau de l'œil, et puis le troisième, je me rappelle plus. Ça n'a pas dû me choquer parce que je me rappelle pas. Là, tu dis, te ramène sur un brancard. Il y a toujours des tirs ou ça s'est calmé? L'artillerie. Il y a des tirs à tirer, donc t'es même pas sûr de t'en sortir, là. Non. Enfin, d'ailleurs, tu dois te dire, de toute façon, je suis C'est fini. Mais en fait, d'ailleurs, je m'en excuse même auprès des copains qui vont regarder la vidéo. Je pense que j'ai même été un peu dur avec eux parce que c'est très dur de brancarder quelqu'un. Hein. Surtout que je faisais 95 kilos à ce moment-là, avec l'équipement, etc. Même si ça a été découpé pour une partie, c'est très très dur sur un brancard souple. Ça cisaille les mains, en fait, c'est de la toile. Et donc, ils faisaient régulièrement des petites pauses pour reprendre leur souffle et repartir. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'ils faisaient une pause, je leur disais de repartir. Je leur disais, pas le temps de faire une pause, faut partir. Ah, c'est vrai? Ouais, je leur mettais un peu la pression. Et du coup, ça n'a pas dû être très agréable non plus pour eux, mais non, je leur mettais vachement la pression à ce moment-là. Et oui, il y avait l'artillerie qui tapait au-dessus. Donc, Là, ils te transportent, donc il y a des tirs d'artillerie, toujours, ça continue. Tu es un peu sévère avec eux. Tu vas perdre des copains, là, ta section ou... ce jour-là, non. J'ai été le seul touché ce jour-là. Après, le truc, c'est que toute ma section sera blessée ou décédée dans les jours à venir. Ah oui? Il y a 100% des personnes de ma section qui seront blessées et un qui sera mort sur le même front, le même endroit, mais dans les jours à venir. Qu'est-ce qui se passe après? Ils te transportent où? Où est-ce que tu vas quand tu as les entrailles à l'extérieur? En fait, quand on fait des missions comme ça, on sait qu'avant la mission, on sait qu'il y a des points de dépose en cas d'évacuation. Et donc là, ils m'ont emmené ce point-là. Et puis, je me souviens, Ivan, du coup, mon ami ukrainien, ils m'ont posé sur un plat, par terre, sur un plat. Et puis, je vois Ivan qui se met dans un trou à côté de moi.
Et puis là, je l'engueule un peu, et je dis, mais Ivan, mets-moi dans le trou, je vais me faire péter la gueule. Tiens-moi dans ton trou, quoi. Et ça va, Ivan, c'est un gros bébé bien costaud, donc il m'a pris, il a tiré le brancard, et puis il m'a traîné dans le trou. Ah, il t'avait laissé sur le... Ouais, il m'avait laissé à découvert. Ouais. Et là, j'ai regardé, et je dis, mais je vais me faire sauter, quoi. Mets-moi dans ton trou, quoi. Et donc, il me rentre dans le trou, et puis je crois 1 minute ou 2 après, il y a un obus qui est tombé. Je dirais peut-être pas précisément où j'étais, mais en tout cas, bien proche de là où j'étais. Donc, j'ai failli mourir une deuxième fois, encore une fois. Ah la vache. T'as pas une durée de survie très très longue, une espérance de vie très longue quand t'as les intestins dehors et que t'as le ventre ouvert? Non, je pense pas. Tu perds, à aucun moment tu te sens un peu partir, Non. parce que tu saignes, j'imagine. Je saignais pas Beaucoup. mal. Je me souviens avoir entendu Ivan dire, justement, pendant qu'il me brancardait à tout le monde de se dépêcher parce que je saignais beaucoup au niveau de la hanche. Mais j'ai pas perdu connaissance, j'ai pas eu cette envie de perdre connaissance non plus. Non mais tu choisis pas parfois. Non, mais j'ai pas senti en tout cas Le choc, ouais, t'as pas senti que t'étais léger un peu, que tu partais quoi? J'étais tellement focus sur moi-même, je pense que je sais pas si c'est le mental à ce moment-là qui a joué ou pas. Mais là, t'as pas peur? Quand tu te vois avec les intestins, tu te dis pas... Je pense que t'as plus le temps d'avoir peur, du coup tu sais que ça arrivait, donc la seule chose qu'il y a de mieux à faire, c'est de te concentrer et de te dire que ça va aller. Si tu commences à paniquer, après tu fais comme l'Ukrainien qui était avec moi, qui était blessé par les éclats. Lui, il s'est laissé aller, il tapait partout, il se tapait la tête dans les parois du véhicule, ainsi de suite. Mais je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer d'être le plus focus possible, le plus concentré possible. Patient et concentré, quoi. Patient. On sait que c'est long. J'étais conscient que c'était long. Je savais que chaque minute était compliquée. Mais je voulais pas lâcher. Je savais que je voulais... T'as la douleur qui arrive pas? Non, pas la douleur. C'est dur au mal, quand même. Hein. Un peu, je pense, un petit peu. Mais non, pas de sensation de douleur. Je sais pas comment expliquer. Des combats de MMA qui s'arrêtent sur des trucs... Des échardes. Ah oui, non, oui aussi. D'ailleurs, Ouais. c'est-à-dire sur un coup mal placé, déjà, tu peux perdre connaissance. Ouais, C'est-à-dire sur une droite, tu as le Ouais, bien chaos. sûr. Donc se faire transpercer le ventre avec Je pense RPG, qu'après, tu peux dire que tu as mal, c'est pas grave. Non, mais je pense que l'instinct de survie qui... Déjà, les intestins, il n'y a pas de nerfs. Donc déjà, il n'y a pas de douleur au niveau des intestins. La partie qui est musculaire qui a été arrachée, je pense qu'il y a eu tellement de nerfs qui sont partis avec qu'il n'y avait plus de sensation non Le plus. cerveau, il a même plus... Ça, moi, actuellement, j'ai plus de sensation de l'abdomen non plus parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Donc, la seule chose qui me faisait mal, comme je disais, c'est le bassin. Mais à partir du moment où j'étais posé à plat correctement, ça me faisait pas mal. Donc, une fois dans le véhicule, etc., j'avais plus de douleur. Là, le gros bébé dont tu parlais tout à l'heure te met dans le trou. Ouais. T'esquives une deuxième possibilité de mourir. Il va t'emmener où après? Après, il y a un M113, un véhicule blindé américain qui arrive, transport de troupes aussi, donc assez large, qui arrive très rapidement. J'étais surpris parce qu'en général, les temps d'évacuation sont très longs sur le côté de Surtout quand t'es blessé, je pense. Surtout quand t'es blessé, c'était encore plus long. Et là, il arrivait très rapidement et ils m'ont mis moi dedans, puis les 3 autres blessés en même temps. Puis là, le chauffeur est parti pleine balle, quoi. Vraiment, le gars, ouais. Je crois qu'il n'a pas ralenti une seule fois sur tout le trajet, alors que c'était de la forêt, etc. Et c'est dans ce véhicule-là, justement, que l'autre Ukrainien qui était en train de perdre la tête un petit peu, par moment, me mettait des coups de coude dans les intestins aussi. J'avais mon petit sac ici, puis du coup, en se débattant, il mettait des coups de coude dans les intestins. Et donc, ils ont fini par le caler contre une paroi et le bloquer parce que c'était plus gérable, quoi. Et donc, c'est là où je suis content que les intestins ne soient pas nerveux. Ah oui, qu'il n'y ait pas de... pas de nerfs, quoi. Parce que du coup, j'ai rien senti. Mais c'est... T'arrives à l'hôpital, les mecs, ils te regardent, ils se disent ça va être compliqué? Alors, c'est là où c'est... Quand je suis arrivé à l'hôpital, je sais pas ce qu'ils m'ont injecté, mais il y a une espèce de voile noir qui arrive. J'ai des souvenirs, des brides de souvenirs, on va dire, auditives. Mais les têtes, etc., je me souviens pas. Et puis, je pense... Dans le coma? Non, je tombe pas dans le coma directement. En fait, je pense que quand je suis arrivé à l'hôpital, c'est une supposition. Je pense que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai relâché toute la pression que j'avais. Je me suis dit que j'étais entre de bonnes mains. Et à ce moment-là, je pense que c'est là où je me suis laissé aller, j'ai plus rien fait. Puis, j'ai pas forcément perdu connaissance parce que j'ai des souvenirs auditifs. Mais je pense qu'il y avait les médicaments et un peu de mélange plein de choses qui fait que je me souviens pas grand-chose après. Je me souviens qu'il me demande mon groupe sanguin et puis j'étais du coup complètement à l'ouest, donc j'ai dit n'importe quoi. Le gars m'a dit, si tu sais pas, c'est mieux que tu dises rien parce que c'est pas terrible, ça te met le mauvais groupe. Donc j'ai préféré ne rien dire par la suite. T'avais oublié? Ouais, je sais même pas ce que j'ai dit, je me rappelle même pas honnêtement. J'ai dû dire un truc, ça se trouve ça existait même pas, peut-être que j'aurais dit que c'était F ou G, j'en sais rien. Ouais, tu commençais à divaguer un peu, ce qui peut se ouais, ça marchait pas, quoi, ça tournait pas normalement, quoi. Et puis mon autre souvenir, c'est le lendemain que mes collègues viennent me voir à l'hôpital
Apparemment, j'aurais redemandé, il serait resté 45 minutes. J'ai 5 secondes de souvenir. Je les vois, j'ouvre les yeux, je referme les yeux, c'est réglé. Oh la vache. Et puis après ça, j'ai été plongé dans le coma Artificiel artificiel, ouais. pour pas que tu ressentes de douleur et tout ça. Pour les douleurs et puis pour les transports aussi. J'étais tellement instable que chaque transport était compliqué. Donc, j'étais obligé de faire des petits transports à chaque fois. Donc, d'hôpital à hôpital, jusqu'à arriver à Kiev. Et donc, le coma a été nécessaire. Combien de jours t'as été en coma? 7. Putain, une semaine. Ouais. Ah oui, ça commence à être un long coma. Ça commence à taper un peu. Ouais. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qu'on te dit? Ça a été. Tu sais où t'es? Déjà, il y a eu des étapes avant que je me réveille. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, cette expérience. Est-ce que tu as fait une expérience de mort imminente là, voilà, au-dessus? c'est là où je voulais en venir. Je dirais pas que c'est forcément une mort imminente parce que moi, je me voyais pas dans le monde réel, on va dire. Mais c'est comme si j'étais dans une espèce de cauchemar où je ressentais les vraies choses. Par exemple, tu vas me prendre pour un fou, mais. Non, pas du tout. Franchement, non, j'ai entendu des histoires, au contraire. Bah, du coup, par exemple, quand je me faisais opérer les intestins, moi, dans mon rêve cauchemar, je voyais mon corps de dessus, mais dans une espèce de grotte, dans un pays africain, je ne sais trop où, dans une espèce de tribu, avec des gens qui me trifouillaient les intestins. Et au final, j'avais ressenti les douleurs de l'opération à ce moment-là. Je sais que c'était ça, parce que ça concorde dans le temps de ce qui s'est passé dans mes rêves, avec les événements réels. Et donc, ouais, je sentais tout. L'opération, en fait. Tu ressentais. C'est comme quand quand t'es bébé, t'es au lit et que tu pisses au lit. Ouais. Et bah, tu le sens que tu Oui. pisses aussi. Tu t'imagines en train de pisser, tu te réveilles et t'es dans ton lit et t'es en train de pisser. C'est ça, c'est le même principe. C'est ça, en fait. C'est à peu près ça. Tu ressens la sensation C'est ça. du vrai. Voilà, c'est ça. Sauf que là, du coup, au lieu de sentir que je pissais au lit, je sentais comme toucher les intestins, quoi. C'est un petit peu moins agréable quand même, mais. Et tu te vois pas. T'as pas la. Je me vois, mais pas dans le monde réel. C'est ça qui est bizarre, c'est que je me vois comme dans un rêve. Je me voyais dessus, mais pas dans le monde réel. Et tu te fais opérer plusieurs fois avant qu'il te réveille? Je crois peut-être 7 ou 8 fois en une semaine. Moi, T'avais un pronostic vital engagé, j'imagine, au départ? Ouais. Très Ouais. engagé, même? Ouais. Au bout de combien de jours ils se disent, OK, on va le sauver? Enfin, il va s'en sortir? Je pense qu'à partir du moment où ils m'ont réveillé du coma, c'est qu'ils étaient déjà un peu plus confiants, déjà. Ils avaient réussi à tout remettre à l'intérieur, ils avaient réussi à faire des stomies, parce que du coup, j'ai eu des stomies. C'est-à-dire une poche. J'en ai eu 2, j'ai eu des poches intestinales. T'en as eu 2? 2. Il y en a une, c'était une blessure, donc c'était un trou qui allait vers l'intestin. Et la deuxième, c'était chirurgical, donc c'était l'intestin qui allait dans la poche. Putain. Donc c'est assez rare aussi, mais j'en ai eu 2 du coup. Donc je pense qu'une fois qu'ils avaient réussi à tout fixer, à mettre ce qu'il fallait, etc., ils se sont dit que c'était pas trop mal. Et donc là, ils m'ont réveillé du coma à Kiev, quand j'étais à Kiev. Et là, c'est pareil, j'étais dans un délire, je sais pas, je me croyais en Turquie, je sais pas trop pourquoi. J'entendais des gens parler étranger, je comprenais rien. J'étais intubé, j'avais les mains et les pieds attachés. Et ils m'ont laissé bien 4-5 heures attachés, comme ça, je pouvais rien faire. Et c'était très frustrant. Ils ont fini par me détacher les mains, parce que je pense qu'ils avaient peur que je me débranche tout seul. Et donc, ils ont fini par me détacher les mains avec un carnet pour que je puisse écrire. Sauf que tout ce que j'écrivais, en fait, j'écrivais les lettres les unes par-dessus les autres. Donc, ça voulait absolument rien dire. Eux, ils comprenaient rien. Moi, j'étais en train de limite me vexer, en fait, parce qu'ils comprenaient rien. Je leur disais, c'est pas compliqué à lire, quoi. Sauf que quand je regardais le carnet par la suite, je me suis dit, bon, oui, c'est un peu compliqué finalement. Ouais, t'étais un peu dans les vapes, Ouais. quoi. Ouais, par la suite, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué à lire quand même. Et tu te réveilles, t'as pas de douleur? Non, je me réveille, je comprends rien. À ce moment-là, je sais même pas que j'avais le bas du corps qui était touché. Parce que du coup, j'étais fixé de partout, donc j'arrivais pas à me lever. Puis j'avais plus d'abdos, donc forcément, j'arrivais pas à lever l'abdomen. Donc à ce moment-là, je savais même pas que j'étais blessé. C'est très bizarre, ça a pris presque une journée avant que je me rende compte que j'étais en Ukraine et que j'avais été blessé en fait. Et tu te rappelles un peu où t'étais, Ouais. etc. Machin. Ah ouais, T'as des mecs qui parlent français à l'hôpital? Non. Et là, j'ai eu la chance quand même, j'ai eu un chirurgien qui a sa sœur qui habite en Normandie. Et du coup, qui a des petites brides de français. C'est pas Pas extraordinaire. parfait, mais au moins. Ouais. Ouais, c'est mieux que rien du tout, quoi. Les 3 quarts ne parlent ni anglais, ni quoi que ce soit. Donc, d'avoir un chirurgien, surtout quand tu travailles du coma, qui parle un petit peu français, ça rassure un peu quand même. Ouais, bien sûr. Il arrive à t'expliquer quelques petites choses, malgré tout. Il t'explique, t'es touché. Parce que, franchement, je disais tout à l'heure, en début d'émission, quand j'ai dit à des copains militaires, médecins, etc., que t'as pris une requête, ils m'ont dit, mais attends, ça n'a pas touché sa colonne, ça n'a pas touché aucun organe, des organes vitaux. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça t'a touché? Des intestins, les muscles, c'est passé pas loin du rein. J'ai le souvenir de Baba, un collègue français, qui m'a dit qu'il avait vu que j'avais un rein bien blanc. C'est une petite vanne qui m'avait sorti quand j'avais été blessé. Mais concrètement, non, c'est passé de tout ce qui était vital. Ça a juste tapé les os, les muscles, les intestins. Le bassin, ça m'a emporté la moitié du bassin avec.
Aujourd'hui, t'as quoi? T'as une hanche en... Non, aujourd'hui, j'ai un morceau je crois que ça s'appelle la iliaque, ou la crête iliaque. C'est la partie gauche, on va dire, du bassin, qui manque, qui n'est plus là. Et puis l'autre qui est encore cassé actuellement, qui est en train de se réparer. J'ai eu la partie basse du bassin qui sert à l'appui, qui avait été cassée aussi, qui a été réparée avec du métal. Mais, Et ta jambe? bah, ma jambe, ils ont réussi à remettre tout correctement, finalement. Après... T'avais un muscle arraché, là, c'est ça? Bah, en fait, toute la partie, même la partie haute de la cuisse, il n'y a plus de muscle parce que du coup, c'est ce qui est rattaché au bassin. Donc là, le bassin, c'est l'os directement. Je sens qu'il n'y a plus de muscle non plus. Mais je pense que moi, de mon point de vue, quand j'ai été blessé, je voyais tout qui était un peu arraché parce que forcément, les os qui étaient explosés, etc. Mais ils ont réussi à sauver ma jambe, juste qu'elle avait été paralysée au début, mais elle est encore là. Aujourd'hui, tu es obligé de porter, tu disais, une ceinture de gainage. Ils t'ont reconstitué de la peau, tu disais, c'est une greffe de ta peau à toi? C'est ça. Ils ont pris une partie de la peau sur la cuisse, qu'ils ont découpé, laminé, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et puis, après, ça a été un processus, ça a été après un long processus. Avant, j'ai eu des machines, etc. Parce que vu qu'il n'y avait plus rien, ils ont mis ce qu'ils appellent une vac. C'est une machine avec des mousses et une aspiration qui sert à tirer un maximum des tissus vers le haut. Donc, je suis resté avec une machine branchée pendant 3 mois ou 2 mois, je ne sais plus, à l'abdomen. Et quand on arrivait à peu près à un niveau de peau, on va dire, au maximum, là, ils ont posé une greffe de peau par-dessus pour combler. Et puis, ouais, c'est ça à peu près. On t'apprend une mauvaise nouvelle à l'hôpital quand tu te réveilles. Ouais. C'est justement ton meilleur pote, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je me suis réveillé du coup vers le 11, je crois, ou le 12. Et ce que je sais, c'est que le lendemain, donc je crois que c'était le 13, on m'annonce que Derek a disparu du coup. Donc mon ami américain. Et donc on pense qu'il avait été capturé par les Russes à ce moment-là. Et le lendemain, ils ont fait une mission pour essayer de retrouver Derek au matin. Et finalement, ils ont retrouvé son corps calciné et très, 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 très abîmé par un obus sur le front. Donc ça fait un peu bizarre quand on t'annonce ça, presque le jour même du réveil d'un coma, où tu comprends à peine déjà ce qui t'est arrivé, etc. C'est un peu difficile, surtout que je me rappelle que les premières choses que j'ai demandé au chirurgien quand je me suis réveillé, c'est de me mettre dans un fauteuil pour repartir sur le front. J'aurais dit que j'avais rien à faire ici, que je devais repartir. Bon, bah, au bout d'un moment, on comprend qu'on peut pas. Mais qu'en plus, après, tu apprends qu'il y a eu lui qui est décédé, mais à côté de ça, j'ai eu tous mes autres copains qui ont été blessés. Certains qui ont eu la moitié du bras arraché, d'autres qui ont eu la shrapnel, d'autres qui ont... Donc, La shrapnel, c'est des éclats. Oui, des éclats, pardon. Donc en gros, le temps que je me réveille du coma et en moins d'une semaine après, tout le monde a été mis hors de combat, quoi. Putain. Est-ce que tu peux montrer la cicatrice que tu as? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est pour comprendre un peu parce que je sais que sinon, tu vois, Ouais. c'est du mal à... Putain. Oh, ah oui, t'as vraiment été... Donc là, bah, c'est la partie où c'est la roquette qui est passée, donc qui est rentrée de là à là, à peu près. Ah oui, c'est vraiment... Là, c'est là où j'avais l'intestin. Là, c'est toute la paro, le deuxième intestin qui était là, la stomie, pardon. La shrapnel, et puis là, j'ai un morceau de roquette par ici, là, dans l'abdomen. Qui est toujours dedans? Ouais, il est là, on le voit si je touche, normalement. Il est là. Il est bien caché, puis là, j'en ai sur la cuisse, sur les... Oh là là. Et Ça descend c'est jusque-là. passé vraiment... Oui, de là. C'est là où la roquette est rentrée. C'est pour ça que c'est encore déformé de partout. C'est là où on va essayer de réparer la prochaine fois. Ok, t'as encore des opérations? Merci beaucoup. Hein, Ouais, il y a encore des opérations. remets ta ceinture. J'en remettrai après. Ça fait du bien aussi de l'enlever un petit peu. T'as encore combien d'opérations? Normalement, la prochaine sera la dernière, on va dire, de chirurgie réparatrice. Après, ça sera de l'esthétique? Après, ce sera de l'esthétique si je le souhaite. C'est pas obligatoire. Là, la prochaine, ils vont essayer de prendre les muscles du dos pour les transférer sur l'avant de l'abdomen. En gros, il me restait encore une petite partie de l'abdominaux à côté gauche, mais qui avait été délabrée, qui était du coup rattachée à rien. Donc l'opération que j'ai eue la dernière fois, il y a 3 semaines, ils ont rattaché la partie de droite, ils ont mis des fils en dessous. Et la prochaine, ils vont essayer de combler la grosse partie du dessous, au mieux, parce qu'ils ne pourront pas faire à 100%. Et remettre des filets en plus encore. Et donc, dans la logique, après, ça sera un peu plus solide, et ça sera un peu plus vivable, on va dire. Tu souhaites après, pour l'esthétisme, etc.? Je m'en fiche. C'est vrai? Ouais. Non, honnêtement, je m'en fiche un peu. À la rigueur, dans tous les cas, la boule que j'ai montrée du coup à gauche, là où il y a l'hernie maintenant, là où il y avait la greffe, ils sont censés la découper pendant la prochaine opération justement, pour resserrer les deux parois, les 2 berges. Donc le plus gros sera retiré, on va dire. Donc non, après ça va. T'as eu envie de rentrer en France vite ou t'avais envie de rester là-bas? Quand j'étais blessé, Ouais.
J'avais envie de rentrer vite parce que le fait que je sois paralysé des deux jambes à ce moment-là. Ah bon? Ouais, j'étais paralysé des deux jambes à ce moment-là, je pouvais pas bouger les deux jambes. Et en Ukraine, en fait, c'est pas comme à l'hôpital en France. En Ukraine, les blessés peuvent sortir à l'extérieur. Ils peuvent aller manger à l'extérieur s'ils veulent, ils peuvent aller boire un café ou autre. Sauf que comme j'étais paralysé des deux jambes, je pouvais rien faire. J'étais dans mon lit, personne ne parle anglais. Et donc le temps était très très long. C'était très 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 long même. Je regardais le plafond toute la journée et j'avais rien à faire, quoi, concrètement. T'avais pas de portable? Il m'avait perdu mon portable dans un autre hôpital quand j'étais dans le coma. Donc j'ai mis un mois à le récupérer. Donc pendant un mois, j'avais pas de portable. Au début, j'avais un vieux téléphone qu'on m'avait récupéré où je pouvais à peine envoyer des messages. Donc du coup, j'avais rien. On m'avait ramené une console qui était tellement vieille que je savais même pas comment l'allumer, limite. PSP? Ah, mais plus vieux que ça encore. Plus vieux que la Game Boy. C'est vrai? Ah, je sais même pas. Ça J'avais existe jamais vu pas. ça. J'avais jamais vu ça. C'était. Mais j'aurais préféré avoir une Game Boy que d'avoir ce qu'ils m'ont donné. Ouais, ouais. Et donc, non, il y avait vraiment rien à faire, quoi. T'as réussi à joindre tes parents rapidement pour les prévenir que t'avais survécu? Et comme j'avais perdu mon téléphone au début, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler l'ambassade française pour essayer de créer des liens, faire des liens avec, déjà avec moi et puis la France, et puis qu'eux fassent le lien avec ma famille, du coup. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer contact, je pense, 3 jours après le réveil du coma, avec la famille. Et puis, ce fameux téléphone qu'on m'avait rapporté, une volontaire ukrainienne qui m'avait rapporté ce téléphone, qui me permettait de faire des petits appels de temps en temps, malgré tout. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents, quand tu les préviens que t'as pris une roquette? Ma mère, du coup, comment dire, comme j'étais une semaine... En fait, j'ai réussi à contacter l'ambassade avant d'être dans le coma. Donc, je sais pas, je me rappelle pas, du coup, ça fait partie des choses dont je me rappelle pas, mais j'avais réussi à les contacter avant d'être dans le coma. Et donc, quand je me suis réveillé du coma, elle savait déjà que j'étais blessé, mais comme pendant une semaine, il n'y avait pas de nouvelles, elle pensait que j'étais mort, en fait. Donc, Ça t'inflige ça à tes parents, c'est chaud. ouais, ça a été compliqué pour elle, ça a été très très compliqué pour elle. L'ambassade ne savait pas non plus lui dire quoi que ce soit parce que j'étais dans le coma, personne ne savait leur dire quoi, de quoi. Et donc pour tout le monde, j'étais décédé à ce moment-là. Et donc quand je me suis réveillé du coma, forcément, je pense que ça a été une bonne nouvelle pour eux. Donc ça a un peu fait passer la pilule de la blessure, je pense, malgré tout. Le fait de savoir que j'étais vivant. Bon, après, le problème qu'il y a eu aussi, c'est que comme j'étais intubé pour le coma, quand ils ont retiré les tubes, etc., je n'arrivais plus à parler quasiment. J'avais à peine de la voix, etc. Et donc, en fait, on aurait dit que j'étais en train de mourir, quoi, concrètement, quand j'étais au téléphone. Ouais, si tu l'appelles, c'est encore... C'est ça. C'était pas Juste très un rassurant. texto, déjà, c'est bien. C'était pas du tout très rassurant. Puis pour moi, c'était très, très difficile. Hein. Rien que parler 2 minutes, c'était très fatigant déjà. Donc, c'était des appels très courts, très, très rapides, avec pas trop de détails ni rien. Donc, je pense que ça aide pas non plus à être rassurant. Mais bon, le fait d'être vivant après une semaine de coma où là, tout le monde pense que je suis mort, je pense que ça fait quand même du bien malgré tout. Tu retrouves l'usage de tes jambes après? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut perdre l'usage En fait, ils ont été paralysés à cause d'un médicament. Ils m'ont injecté par péridurale dans la colonne vertébrale. Ouais. J'avais une Comme les accouchements. cathéter, ouais, c'est ça, voilà, concrètement. Avec un alors, comment ils appellent ça? Pas un antidouleur, mais un truc qui sert à paralyser, en gros. C'est un nom, je me rappelle plus. Mais ce que je sais que c'est quand j'ai regardé sur Pour plus Internet. qu'il bouge, quoi, pour pas... C'est ça. Et quand j'ai regardé sur Internet, c'était le plus puissant du monde. Donc concrètement, ça m'a paralysé tout le corps. En même temps, vu la blessure que t'as, c'est C'est logique que t'aies un truc qui Et arrive. tant mieux, parce que ça m'a permis de ne pas ressentir de douleur. Parce que maintenant, je me rends compte que c'était quand même douloureux, finalement. Parce qu'après coup, quand j'avais plus cette antidouleur, cette péridurale. Bah là, vu l'état de ta cicatrice, gars, si tu me dis que t'as pas eu mal, il y a un moment donné... Non, il y a eu des périodes très compliquées. Donc, même là, je me suis fait opérer il y a 3 semaines, j'ai eu cette péridurale pour Ah oui, encore? J'étais très content, j'étais très très content de l'avoir. Mais t'es solide, hein. Comment tu rentres en France? Parce que tu rentres pas en avion quand t'es blessé comme ça. Justement, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux en avion. Pourquoi? Parce que c'est plus stable, plus rapide. Tu rentres en train? Je rentre en ambulance. Mais non. Si, je rentre en ambulance. T'as combien d'heures de... 26 heures d'ambulance. Waouh. Ça a été compliqué. L'ambassade française m'a dit qu'ils ne pourraient pas m'aider pour me faire rentrer. Pourquoi ils veulent pas t'aider, l'ambassade française? C'est politiquement parlant compliqué. Politiquement parlant compliqué parce que je suis un Français, combattant volontaire. Mais si la France réagit à ma situation, alors la Russie pourrait accuser À la dire France. qu'ils aident et que... C'est voilà. ça. Donc c'était compliqué, c'est la politique qui fait que c'est compliqué. Donc en gros, ils disent, t'as voulu y aller, tu t'es C'est bien. ça. En gros. Et on m'a bien fait comprendre que sur le passeport, l'une des dernières pages, je sais plus quoi, page 14, etc., il y a bien marqué que l'État français n'est absolument pas garant de nous rapatrier en cas de problème. Mais même si tu restes en contact avec la France, on donner trop de détails, et tu restes en contact avec la France, tu n'es pas du tout anti... Non, bien sûr. Contraire. Pas du tout. Voilà. Pas du tout.
Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, peu importe la situation. Et je peux comprendre dans un sens. Hein, ils Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ne vont pas se mettre en conflit avec la Russie juste pour moi qui a Évidemment. décidé de partir Non, on n'est pas volontairement. en guerre contre la Russie. C'est ça. C'est moi qui ai voulu partir là-bas volontairement. Donc on a trouvé une solution tout seul. Comment Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui connaissait quelqu'un qui... Je ne sais pas si tu connais Xavier Tuttelman. Non. Xavier Tuttelman, c'est un ancien militaire qui œuvre beaucoup auprès des médias, etc., pour l'Ukraine, donc au niveau donations, etc., pour le matériel, pour les soldats. Et donc, je connaissais quelqu'un qui avait un contact avec cette personne-là. Et donc, je suis rentré en contact avec Xavier, qui est rentré en contact avec une association qui s'appelle BioHero for Ukraine. BioHero for Ukraine. Être un euro pour les jeunes. C'est ça. Être un euro. Et donc, cette association-là et Xavier ont financé mon rapatriement en ambulance Ok. pour pouvoir rentrer en France un mois après ma blessure. Ça coûte combien de ramener quelqu'un? Et bah, ça va que c'est du côté, c'est dans le sens Ukraine-France, parce que c'est moins cher du coup. C'était 4 000 € à peu près, 4 008 je crois même. Tu fais 26 heures de... 26 heures, ouais. 26 heures allongées, Allongé, ouais. sans pause ou avec des pauses quand même? On a fait une pause pour manger, mais je me rappelle surtout que pendant ces 26 heures-là, j'avais ma péridurale qui était vide, donc l'antalgique qui était vide. Et donc, on a dû faire un rapatriement avec des médicaments par voie féroce sur la route, etc., qui n'étaient pas du tout aussi forts. Donc, c'était un peu compliqué. Les dernières heures étaient un peu Tu longues. pouvais pas t'arrêter dans un hôpital Non. Il fallait aller directement à mon hôpital. Et donc tu arrives à l'hôpital en France, t'es pas ramené chez tes parents, quoi. Non, je vais à l'hôpital directement en France. Tu fais combien de temps d'hôpital? Vraiment, hôpital, j'ai fait 3 mois. 3 mois en 3 France? mois et demi. En tout compris. Ah, je t'ai pas demandé combien de temps après tu pars. J'ai fait 1 mois en Ukraine. 1 mois? 1 mois en Ukraine. Et après, j'ai fait 2 mois et demi en France. Et après, je suis rentré chez moi, mais en ce qu'on appelle un HAD, donc hôpital à domicile. Donc, ça reste de l'hospitalisation. Un lit médicalisé et tout. C'est ça, voilà. C'est juste que du coup, au lieu de prendre un lit à l'hôpital, je suis chez moi et j'ai des passages infirmiers tous les jours, plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, tu peux en marcher. Ouais. Tu disais, t'as pas trop de séquelles visibles à l'œil nu quand t'es habillé. Ouais, c'est ça. On voit pas, tu marches, ça. Mais tu dis que t'as quand même aujourd'hui des problèmes de mobilité dans le lit, t'as plus d'abdos, donc c'est quand même un peu compliqué. Les douleurs malgré tout. Tu travailles aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je peux pas travailler, du coup, étant donné que j'ai beaucoup d'opérations qui sont assez rapprochées. Là, par exemple, en 6 semaines, j'en ai eu 2. Donc, 2 fois où on m'a ouvert l'abdomen complet et refermé l'abdomen complet. Donc, c'est compliqué de travailler avec ça. Plus une grosse fatigue. Comme mon chirurgien m'a dit, c'est le système central qui a été touché, donc c'est très compliqué de récupérer. Donc, une très grosse fatigue. Mais je commence déjà à mettre un peu des projets en place pour l'après. J'attends la dernière opération avec impatience. Comme ça, je vais pouvoir un peu concrétiser certains projets qui seront pas mal, je pense, pour... Tu veux faire quoi après? Eh bien, j'ai plusieurs idées. J'aimerais bien ouvrir un escape game sur Paris, déjà. Rien à voir avec le jeu. Rien à voir. Absolument rien à voir. Mais je parlais avec un copain la dernière fois au téléphone, et puis cette idée-là est sortie de la discussion. Il savait que je voulais faire de l'entrepreneuriat et puis changer un peu, parce que forcément, je vais pas retourner au front pour l'instant dans cet état-là. Donc, tu pourrais y retourner? Je pense pas que physiquement je pourrais. Ça serait, ou en tout cas pas maintenant. Peut-être dans 3-4 ans, quand le bassin sera réparé entièrement. Mais actuellement, vu que je peux pas courir ni quoi que ce soit, ce serait un peu compliqué. Ou alors des postes de bureau ou autre. Mais pas ce que j'aime du coup. Tu t'affiches visage découvert dans l'émission, c'est ton choix. J'ai proposé tout à l'heure, je dis est-ce que tu veux montrer ton visage? Tu m'as dit oui, pas de problème et tout. T'as pas peur que la Russie sache qui tu es ou dans un, je sais pas, service secret d'un autre pays? Ils savent déjà, donc pourquoi se cacher? Je peux comprendre ceux qui veulent se cacher au début, mais au bout d'un moment, ils finissent par savoir qui on est. Comment? Il y a par exemple un Français qui a travaillé dans les services de police françaises, qui a été renvoyé, et qui maintenant s'amuse à traquer tous les Français qui partent combattre en Ukraine sur les réseaux, et dénonce ces personnes-là. La Russie? Il donne en gros des informations à la Russie, de qui il part, et ainsi de suite. Et donc, c'est pas le seul, il y en a plein qui font ça, et puis... il y a plein d'identités, on peut le voir sur l'explosion qu'il y a eu à Kharkiv à l'époque, où ils avaient dit qu'il y avait 20 Français qui avaient été tués. Dedans, il y en a beaucoup que je connais qui n'avaient même pas de réseaux sociaux à la base. Et pourtant, ils avaient l'identité quand même, donc bon, c'est que ça sert à rien de se cacher. Ça te fait pas peur? Non, plus maintenant. Au début, tu as un peu le stress, tu te dis, bon, c'est pas... Tu as envie d'être tranquille quand tu es chez toi. Après, quand tu comprends qu'au final, te cacher ou non, ça change pas grand-chose, bah, il faut faire avec. Tu fais attention à ce que tu bois? Non, j'en suis pas à ce point-là. Après, il
n'y aurait pas, je pense, grand intérêt de déployer autant de moyens pour un soldat. Donc non, je suis pas hyper inquiet, honnêtement. Je suis pas hyper inquiet. Est-ce que ça t'arrive de craquer, d'avoir des cauchemars, d'être mal depuis que t'es rentré? J'ai pas de cauchemar. J'ai eu la période au début, quand je me suis arrivé du coma. J'étais à côté d'un Ukrainien dans ma chambre qui s'appelle André, qui est devenu un copain entre-temps, qui lui avait eu la jambe fauchée par un tir de tank, et qui m'avait dit t'inquiète pas, les 2-3 premières semaines, tu vas pas dormir et ça va être compliqué. Et ça a été le cas. On avait une télé à Kiev, où forcément, il n'y a que des scènes de guerre qui passent en continu. Et j'arrivais pas à les regarder. J'arrivais plus à les regarder. Je demandais aux camarades de l'éteindre, parce que c'était trop dur. Et la nuit, je pouvais pas dormir. J'étais en sueur toute la nuit, je trempais. T'avais un PTSD, quoi. Ah ouais, c'est ça. J'avais un PTSD, mais ils appellent ça un PTSD courte durée, je sais pas quoi. En gros, c'est très court. C'est très intense, mais très court. Mais en général, ça veut dire que par la suite, c'est quand même bon signe, parce que ça va pas revenir, en général. Mais les 2 premières semaines étaient compliquées. Et puis après, j'ai eu une autre phase qui est arrivée, je dirais, en août 2023. J'ai eu une infection du bassin, de l'os du bassin. Une très grosse infection qui n'est pas trop soignable, on va dire. On n'avait qu'un seul antibiotique qui coûte ultra cher et qui est un peu expérimental, qui pouvait faire quelque chose. Et donc, dans l'expérimental, forcément, il y a les facteurs inconnus comme les effets secondaires. Ouais. Voilà. Et donc, quand j'ai eu cet antibiotique-là, il y a eu une dépression qui a commencé chez moi, qui n'est pas forcément due qu'à ça. Hein. Peut-être que c'est beaucoup de choses qui étaient derrière, mais qui a commencé à cause du produit. Et donc, depuis je suis sous antidépresseur. Le fait d'avoir quitté le front d'un coup. Depuis toujours, ouais. Oui, bien sûr. T'es un peu dans une dépression un peu... C'est ça. Après, c'est pas dû à la blessure elle-même. C'est dû à tout ce qui est autour. Le fait de ne plus être au front, le fait d'être devenu handicapé, le fait de ne plus pouvoir travailler, d'être chez soi constamment, le fait de passer à l'hôpital toutes les 6 semaines. C'est plus ce qui est autour de la blessure. La blessure elle-même, j'ai consulté, il n'y a pas de honte à le dire. Bien sûr, bien sûr. J'ai consulté un psychiatre quand j'ai vu que justement, c'est un jour où j'ai commencé à voir la fenêtre et à vouloir passer par la fenêtre que j'ai décidé d'appeler. J'ai eu ce réflexe-là. Et donc, on a longuement discuté. Il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de PTSD lié à ça. Mais il y a une dépression liée à tout ce qui est autour de la situation, en tout cas. Ah oui, t'as pensé à... Ouais, il y a eu une période où j'étais dans ma chambre. C'était en plus la période où j'avais toutes les machines qui étaient branchées, etc. Donc, j'étais très peu mobile, je ne pouvais pas trop me lever ni rien. Et je voyais la fenêtre et je m'effondrais tous les jours. De toute façon, je faisais que m'effondrer tout le temps. J'ai appelé la mère de mon pote qui est décédé, Derek, parce qu'elle avait besoin d'avoir des réponses aussi à ces questions. Donc, je le faisais pour elle, mais derrière ça, c'était compliqué, je m'effondrais aussi. Puis à un moment, je voyais la fenêtre et puis j'avais envie d'y passer. Donc, j'ai eu le réflexe tout seul. Je me suis dit, bon, c'est un peu trop, je vais commencer à appeler quelqu'un pour en parler. Et ça t'a aidé, ouais, déjà? Ça m'a aidé, ouais, ça m'a aidé. C'est pour ça, je pense que c'est un tabou qu'il faut un peu enlever dans le milieu militaire, des gens qui veulent pas se faire aider, et qui pensent qu'on doit être dur ou être fort quand on est militaire. Je pense que j'ai prouvé que j'étais quand même dur malgré tout avec la blessure, mais c'est pas pour autant que... Le psychique, c'est très, très compliqué, ça sonne pas comme une blessure physique, c'est très compliqué. Question importante. Ouais. Est-ce que tu regrettes d'y être allé? Non, pas du tout. Pas du tout. Évidemment que non. Même si je me dis que c'est... Même si je dis que je regrette, qu'est-ce que ça va changer concrètement au jour d'aujourd'hui, à part me mettre dans un état plus négatif? Pour des gens qui se posent la question? Ouais, non, je pense pas. J'ai pas de regrets. Et je dirais même peut-être l'inverse, dans le sens où je vois ça comme un nouveau départ, une nouvelle chance. Tu vois, le fait d'avoir des idées d'entreprendre à Paris, je me suis lancé doucement sur faire du stream parce que j'ai beaucoup de temps à perdre et que je peux pas faire grand-chose. Donc quand je suis chez moi, je fais un peu de stream. Ah oui, t'es assis, quoi. Ouais. Ça, je suis beaucoup assis, donc je fais un peu de stream chez moi. J'ai plein de choses que je faisais pas avant, que je fais maintenant. Des gens que j'ai rencontrés grâce à ça aussi, parce qu'il y a plein de gens que j'ai rencontrés grâce à ça. Des volontaires ukrainiens, des étrangers, des Français. Donc je vois plutôt ça comme une nouvelle chance, plutôt. Est-ce que tu as fait un truc là-bas que tu regrettes d'avoir fait? Je dirais que oui. Une chose. C'était, je pense, fin mai. On avait, du coup, dans le polygone, là où on était stationné en forêt, ouais. on avait une compagnie, un groupe d'Ukrainiens qui ne voulaient pas partir au front, qui refusaient de partir au front. Et on a notre officier qui nous a appelés, qui nous a dit, voilà, vous êtes étrangers, allez les motiver. Si vous, en tant qu'étranger, vous voulez y aller, vous entendre, ça va les motiver, quoi. Et donc, on est arrivé là-bas, on a discuté un petit peu avec eux, ils nous ont expliqué que leur officier était un connard et qu'ils s'en foutaient de savoir s'ils allaient survivre ou pas et qu'ils savaient qu'ils allaient au casse-pipe pour pas grand-chose. Et nous, on a suivi l'ordre qu'on nous avait donné, on a essayé de les motiver un maximum et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont morts sur la mission où ils sont partis. Ah ouais. Je sais même pas s'il y en a un qui est revenu en soi, donc un petit peu de regret quand même.
Ah ouais, tu te dis merde, j'ai servi le. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est un regret. Et le deuxième, je dirais, c'est que ce groupe où on était, du coup, c'est en grande partie moi qui l'ai constitué, tu vois. Et donc, il y a Derek qui est décédé. Même si c'est pas de ma faute, à chaque fois on me dit c'est pas ma faute parce que chacun est conscient de ce qu'on fait. Inconsciemment, je pense qu'on a toujours ce petit remords de se dire bah, c'est moi qui l'ai amené ici. Et ce mec-là, il est mort en soi. Donc, ouais, il y a un petit peu de regret. Ouais, c'est évident. Mais de toute façon, la guerre, c'est quand même. Oui, bien sûr, c'est jamais très, très joli. Bah non, c'est jamais très joli. Est-ce que tu aurais préféré mourir? Est-ce que parfois, tu te l'es dit, tu sais, il y a des militaires parfois qui racontent ça quand ils perdent un copain ou qui sont blessés et qu'eux survivent et que c'est les seuls. Ouais. Se dire, pourquoi moi Pendant longtemps, je pense au moins 3 mois, 4 mois, je me disais que j'aurais préféré mourir à sa place, ouais. Et je comprenais pas pourquoi lui, du coup j'étais blessé avant et puis que c'est moi qui l'avais ramené et ainsi de suite. Et que du coup j'avais un peu comme une espèce de responsabilité par rapport à ceux que j'avais fait venir. Donc oui, c'est un sentiment qui part pas trop, où on se dit qu'on aurait dû rester à leur place. Si t'étais pas blessé, tu repartirais? Ouais, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Maxime, bon courage pour l'Escape Game. Merci. Ça sera autre chose hein, en termes de journée. Ça sera autre chose, mais c'est une nouvelle aventure. Il n'y a pas de petit défi. Je pense que ça va être un très grand défi aussi de faire quelque chose comme ça. Merci de t'être livré, d'avoir expliqué. C'est pas facile, hein, ce que t'as fait. Sur la fin, c'était un peu plus compliqué. Ouais, j'ai vu. Des copains, etc., c'est toujours un peu plus compliqué. Ah, évidemment. Merci à toi. Voilà, si vous voulez faire comme Maxime, vous êtes tous les bienvenus. On en parlait au début de l'émission. On vous met un mail, un contact@legendegroup.fr. Vous êtes les bienvenus pour venir raconter une anecdote. Vous mettez en quelques lignes assez rapidement ce que vous voulez raconter. Si c'est une histoire de vie, votre métier, voilà, vous êtes tous les bienvenus. On fait ce média pour ça aussi, pour laisser la parole à plein de Français qui habitent au même endroit que nous et qui ont des vies différentes, qui ont choisi des chemins de vie, des métiers originaux, etc. Voilà, contact@legendegroup.fr. N'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone dans le mail. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Voilà, merci à tout le monde sur le plateau, à tous ceux qui ont écrit et qui produisent et le montage, etc. Merci à toute l'équipe. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux. Si vous voulez prendre 30 secondes pour vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous aide vraiment beaucoup de vous voir arriver, d'être de plus en plus, d'avoir une chaîne de plus en plus grosse. Ça nous permet aussi d'avoir de plus en plus d'invités, de plus en plus gros comédiens, de pouvoir être plus puissants pour être partenaire d'événements. Donc ça nous aide vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo pour l'algorithme, à commenter l'émission et mettre la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. On est aussi en podcast audio. Comme tous les mercredis, vendredis et dimanches, on sort une interview. On met des podcasts aussi en audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Et au jour du tournage, on est encore premier des podcasts sur toutes les plateformes. Donc c'est incroyable. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.